Bonsoir à tous. Alors, je vais entrer directement dans le vif du sujet et je vais laisser ensuite à chaque intervenant le soin de se présenter. Donc, le thème, la question dont nous discutons ce soir, qui est l'enseignement du fait religieux ou enseignement des religions à partir de 3 exemples européens, c'est bien une question qu'il faut inscrire dans le contexte actuel et européen de nos sociétés. Alors, le contexte, je vois en fait dans ces 2 aspects principaux, c'est-à-dire c'est le contexte récent de la prise en compte de la pluralité au sein de nos sociétés européennes. Une pluralité évidemment religieuse et culturelle qui est ancienne, mais qui représente un défi plus récemment important. Donc depuis les années 1970, on le sait, sous le fait des flux, des différentes mobilités, et donc de ce qu'on appelle globalement la mondialisation, on a accentuation du caractère multiple et pluriel de nos sociétés en Europe, qui sont donc moins homogènes. Et du coup, on va avoir des sociétés marquées par des affirmations, des mouvements contradictoires d'affirmation du religieux et du processus, ce qu'on appelle la sécularisation, c'est-à-dire quelque part la perte de référence du religieux. Bien que certains utilisent l'expression retour du religieux, le religieux n'a jamais disparu, c'est simplement la façon dont on prend en compte le défi que ça représente aujourd'hui par rapport à des sociétés beaucoup moins homogènes. Deuxième aspect du contexte que je voulais évoquer, c'était le contexte européen. On a des institutions européennes qui sont soucieuses justement de prendre en compte ce caractère pluriel et divers de nos sociétés, tout en garantissant le développement des citoyennetés démocratiques. Et donc, il y a une incitation de la part des institutions européennes pour que les systèmes éducatifs prennent en charge davantage et trouvent des solutions par rapport à la dimension religieuse. Donc le troisième point, pour situer le contexte, ce sont effectivement les implications que ça peut avoir sur le choix, sur les choix d'éducation dans chaque pays, puisque dans chaque pays, finalement, l'école joue un rôle pour instituer le citoyen. Il s'agit donc de clarifier finalement le choix et le rapport entre les valeurs communes et une école commune. Et donc en quoi, finalement, un cadre scolaire engage une vision du monde et met en jeu en même temps des principes d'égalité dans la transmission pour tous ou des conceptions de la liberté. Donc il s'agit d'y voir clair, vous comprenez bien, sur des évolutions dans des pays qui tous partagent finalement ces contextes-là. Donc tout de suite, je vais passer la parole en premier à Madame Husser qui va nous parler de la France. Sébastien Umbowski qui est ensuite nous parlera plutôt de la Pologne dont les spécialistes, et Madame Fischer nous parlera donc de l'Irlande. Alors je vous laisse vous présenter vous-même et peut-être préciser pourquoi vous vous intéressez au sujet et nous planter le décor comme premier aspect. On viendra ensuite à la suite de ce décor qui nous permettra de nous situer un petit peu sur les situations contrastées qui se dégagent de ce portrait-là pour évoquer les missions données à l'école et les tensions possibles qu'on peut repérer, même s'il ne s'agira pas d'être exhaustif. Et enfin, on verra dans un troisième temps d'une table ronde les implications avant d'engager le débat avec la salle. Anne-Claire ? Merci. D'abord, merci de l'invitation. Je vais essayer de planter le décor de mon mieux et peut-être juste commencer par 2 mots pour me présenter, pour que vous sachiez quel est le point de vue d'où je parle. Je suis moi aussi formatrice dans une école supérieure du professorat et de l'éducation, celle de l'Académie de Lyon. Je suis philosophe de formation et j'interviens dans le cadre de la formation transversale des enseignants, des futurs CPE, notamment sur toutes les questions d'éthique enseignante, de laïcité et d'éducation à la citoyenneté. Et mes travaux de recherche portent sur, on va dire, l'histoire de la pensée républicaine de l'école. Et en particulier, évidemment, sur le mouvement de laïcisation. J'ai fait ma thèse sur Ferdinand Buisson, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a été une des figures marquantes de la laïcisation de l'école sous la Troisième République.
Alors, si je m'intéresse aux faits religieux, c'est essentiellement du point de vue de la laïcité, puisqu'effectivement, c'est un objet particulier, effectivement, que cet enseignement des faits religieux, il interroge la laïcité, et il pose aussi des questions éthiques et des questions épistémologiques qui m'intéressent aussi en tant que philosophe et en tant que formatrice. Alors, je vais essayer d'être efficace dans cette présentation du contexte pour laisser aussi du temps à mes collègues qui parlent de situations que vous connaissez peut-être moins que la situation française. Je rappellerai simplement que cet enseignement des faits religieux à la française, c'est un cas assez singulier en Europe. Cas qu'on pourrait décrire comme étant à la fois un enseignement savant du religieux et un enseignement transversal. Alors, je commence pour le côté savant. Par enseignement savant des religions, j'entends un enseignement objectivant, c'est-à-dire un enseignement résolument non confessionnel et qui n'est pas non plus interconfessionnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus dans le partage des expériences religieuses. C'est pas de cette manière-là qu'on entend le pluralisme dans le cadre de l'enseignement français des faits religieux. La référence la notion même de fait religieux renvoie très directement à cette démarche savante, scientifique, académique, et elle a son référent dans le champ des sciences des religions. Ces sciences des religions étant évidemment pluridisciplinaires, puisqu'on va avoir de la sociologie des religions, de l'histoire des religions, de l'économie des religions, etc. Alors, cette notion de fait religieux, elle a été popularisée par le rapport de Régis Debray de 2002, mais en fait c'est une notion qui est plus ancienne, hein, qui renvoie à un travail académique mené depuis plus longtemps. Et ce que ça signifie, c'est que ce qu'on cherche à promouvoir à travers l'enseignement des faits religieux dans les établissements scolaires, c'est une approche, une étude distanciée des religions. Distanciée, ça veut dire à distance de tout jugement de valeur. Il ne s'agit pas du tout d'avoir une appréciation des religions, de comparer leurs valeurs, de se prononcer sur la pertinence des croyances. Donc distancié de ce point de vue-là, et distancié aussi de par l'approche, je dirais la démarche épistémologique qui est mise en œuvre. C'est-à-dire que la référence aux sciences des religions est importante, puisque c'est bien cette idée qu'on va travailler en utilisant une méthode rigoureuse, une méthode scientifique, adaptée bien sûr au contexte scolaire, c'est-à-dire qu'on va avoir une approche, on va s'intéresser aux documents, à l'établissement de ces documents, on va travailler sur la confrontation des sources, on va travailler sur la matérialité des faits religieux. On va mener un travail de contextualisation qui va évidemment être différent selon les disciplines qui vont intervenir pour étudier les religions. Alors, en fait, cette notion d'enseignement des faits religieux, il faut la comprendre comme un choix politique, c'est-à-dire c'est une politique publique, si on veut, et c'est une politique publique qui s'est affirmée dans les années 90, même s'il y a des précédents, hein, cette idée d'enseigner les faits religieux n'est pas une nouveauté absolument renversante de cette période-là. On va dire que c'est plutôt une inflexion, une volonté de renforcer quelque chose qui se faisait déjà de l'intérieur des disciplines dans une perspective laïque. Si vous voulez, un professeur d'histoire n'a pas eu besoin d'attendre le rapport Debray ni même le rapport Joutard pour parler des religions et pour les étudier en historien. Donc c'est pas nouveau de ce point de vue-là. Mais il y a eu cette volonté politique qui est liée à l'émergence de la notion d'enseignement des faits religieux, de renforcer cet enseignement qui existait déjà. Alors, le renforcer, c'est-à-dire le rendre plus présent. Par exemple, le rapport Joutard indiquait que c'était quelque chose de lacunaire, qu'il n'y avait pas assez d'enseignement de cet aspect précisément des programmes d'histoire. Ce qu'on a voulu améliorer aussi, c'était, je dirais, le rapport de cet enseignement scolaire du religieux avec les travaux de la recherche en sciences des religions. Alors, pourquoi cette volonté de promouvoir les faits religieux? Alors, il y a deux éléments qui ont été mis en avant par ces rapports Joutard et Debray. C'est d'abord le constat que dans une société largement sécularisée, c'est-à-dire dans une société où l'influence du religieux est moindre qu'elle ne l'était par le passé, la culture religieuse a cessé d'être un patrimoine collectif absolument partagé.
Effectivement, quand une majorité d'enfants allaient au catéchisme, certes, ils fréquentaient les religions dans une perspective, là, en l'occurrence le catholicisme, dans une perspective confessionnelle, mais ils avaient un bagage culturel religieux qui leur permettait de décrypter le patrimoine culturel dans lequel ils évoluent. Patrimoine culturel, j'entends les œuvres d'art, l'histoire, la production intellectuelle. Et donc, effectivement, c'est ce qui fait dire à Régis Debray en 2002 qu'il est quand même absolument scandaleux que pour les nouvelles générations, la Trinité ne soit qu'une station de métro. Alors c'est une référence très parisienne, hein. Je ne sais pas ceux d'entre vous qui connaissent toutes les stations du métro parisien, mais cette idée d'une inculture crasse qui fait qu'on oublie toute la profondeur symbolique des symboles, des signes, des appellations qui circulent dans notre environnement culturel. Donc cette idée que l'enseignement des faits religieux devait avoir vocation à prendre le relais d'une certaine façon de la culture religieuse confessionnelle pour faire en sorte qu'aucun individu ne soit privé de cet accès à la culture ou ne soit privé d'une partie de l'intelligence du monde dans lequel il évolue, que ce soit l'héritage du passé, déchiffrer les œuvres, effectivement pouvoir lire des œuvres qui parlent de religion, comprendre l'histoire, mais aussi effectivement comprendre le monde dans lequel on évolue et qui est un monde différent, une société où effectivement on n'a plus un catholicisme dominant et quelques minorités protestantes et juives, mais on a effectivement d'autres religions, y compris des religions extra-européennes, qui supposent aussi d'autres régimes d'intelligibilité qui mobilisent une autre culture. D'où effectivement ce double enjeu, comprendre le monde contemporain, mais aussi ne pas perdre le rapport à la culture dans sa dimension historique. Merci Anne-Claire. Donc Sébastien, pour la Pologne, tu nous présentes ? C'est moi en deuxième. C'est plus simple. Même si je suis... non, d'accord. Alors, est-ce que ça marche ? Oui. Alors, donc je réponds à la même question d'Anne Vézier. Si je m'intéresse à la Pologne, alors ce genre de question, si on me l'avait posé il y a une dizaine d'années, j'aurais peut-être eu du mal à y répondre, parce qu'effectivement, pourquoi s'intéresser à la Pologne ? Mais aujourd'hui, la réponse est... alors évidemment, c'était aussi très intéressant il y a 10 ans, la Pologne. Mais aujourd'hui, tout le monde s'y intéresse, j'ai l'impression, puisque dans les médias français, y compris, on parle déjà beaucoup de la Pologne. Comme vous le savez, il y a divers événements qui ont fait réagir, par exemple, justement, les autorités européennes. Les autorités européennes sur la question de la mainmise par le gouvernement droit et justice aujourd'hui, donc le gouvernement, disons, qui est piloté en quelque sorte par Kaczynski, Jarosław Kaczynski, même si Kaczynski, il est seulement député, hein, il n'est pas Premier ministre, mais c'est lui qui pilote en quelque sorte les choses en Pologne. Eh bien, donc, ce gouvernement-là met la main progressivement sur les tribunaux, sur la sphère judiciaire. Un autre exemple que vous connaissez aussi, et qui est ici lié tout à fait à la religion, c'est l'essai de criminaliser encore davantage l'avortement. L'avortement est déjà un délit en Pologne, mais il s'agissait en tout cas en 2015-2016 de pénaliser l'avortement même en cas de viol, c'est-à-dire pour les enfants qui sont nés d'un viol. Même dans ces cas-là, l'avortement devrait être interdit. Ça, c'est ce que proposait en tout cas en 2015-2016 le parti au pouvoir aujourd'hui en Pologne. Alors, à partir de là, il y a certaines questions qui peuvent se poser. Est-ce que, et bon, chez les sociologues des religions, cette question-là se pose. Est-ce que, dans ce cas de l'avortement, par exemple, est-ce que c'est le politique qui instrumentalise le religieux ? Certains sociologues se posent cette question-là. Ou est-ce que c'est le contraire ? Alors, bien entendu, il y a les deux. Mais souvent, certains sociologues répondent en disant « mais c'est plutôt le politique qui instrumentalise le religieux ». Le religieux serait un phénomène, disons, plutôt positif, parfois avec des côtés négatifs, certes, mais c'est la faute du politique si, parfois, la religion pose problème. En Pologne, en tout cas, là, sur cette question de l'avortement, la réponse est très claire. Ce n'est pas le politique qui instrumentalise le religieux, c'est bien l'institution catholique qui demande au gouvernement de pénaliser l'avortement, même en cas de viol. C'est bien l'Église catholique polonaise qui a demandé ça. Ensuite, si je m'intéresse à la Pologne, c'est aussi parce qu'il y a
certaines thèses en sociologie des religions, en philosophie des religions aussi, qui pensent qu'il existe aujourd'hui une laïcité européenne. Et si on prend en compte le cas de la Pologne, je vais essayer de vous le suggérer tout à l'heure, on est conduit à penser que la laïcité européenne n'est pas vraiment en vigueur, puisque, par exemple, donc avec les cas que je vous ai mentionnés, vous pouvez déjà peut-être vous dire, oui, effectivement, ce n'est pas un pays vraiment laïque, mais en plus, comme vous le savez peut-être, dans les écoles publiques, des crucifix sont apposés au mur des salles de classe, le catéchisme scolaire est payé par l'État sans aucun droit de regard de l'État. C'est simplement l'Église qui définit les programmes de catéchisme et qui les envoie à l'État simplement pour information. Donc voilà, je vous donne ces exemples-là, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres, mais qui montrent que ce n'est pas vraiment un pays laïque. Néanmoins, les Polonais semblent souhaiter, en tout cas certains Polonais, semblent souhaiter un système un peu plus laïque. Si vous prenez par exemple les élections de 2010, les élections parlementaires, vous pouvez constater que 18% des suffrages ont été donnés à des partis qui réclament le retrait des crucifix des écoles publiques, qui réclament le retrait des cours de religion, donc de catéchisme. Dans ce cas-là, on n'est pas dans un enseignement du fait religieux. C'est des cours où l'on prie, globalement, de les retirer de l'enceinte scolaire et d'arrêter de les faire financer par l'impôt, et donc par tout citoyen, qu'il soit catholique ou protestant ou athée ou musulman, etc. Alors je vais vous donner juste un exemple pour planter le contexte, et puis je terminerai là-dessus cette partie-là. Le gouvernement, alors c'est pas le gouvernement, c'est le Parlement polonais a voté une résolution le 7 avril 2017 qui est la suivante. Je ne vous donne pas le contexte, je pourrais éventuellement vous le donner si vous avez des questions là-dessus. Mais voilà un extrait de cette résolution. Par le dévoilement d'un mystère accompagné d'un spectaculaire miracle solaire, la Mère de Dieu rappela la vérité évangélique. Les hommes en vérité n'ont besoin que de Dieu Tout-Puissant qui nous a créés pour lui. Donc, dans cet extrait, vous constatez l'aspect religieux, mais en plus, on peut constater un aspect intégriste religieux, puisque là, il est dit explicitement que Dieu n'a pas créé l'homme, pour que l'homme se saisisse de sa liberté ou je ne sais quoi. Non, il a créé l'homme pour lui. Donc, ce qui veut dire qu'il faut, d'après cette résolution du Parlement polonais, se soumettre, en quelque sorte, à la loi de Dieu. Et je précise bien que c'est bien le Parlement qui a voté cette résolution. Voilà le contexte. Merci Sébastien pour ce premier éclairage. Mme Fischer pour l'Irlande. Alors, est-ce que c'est déjà... Oui. Bonjour à tous et à toutes. En termes de présentation, je suis professeur des universités en études irlandaises et britanniques à mes heures perdues. Je me suis d'abord intéressée pour ma thèse à l'histoire à l'école en Irlande du Nord et du Sud au XXe siècle, et je suis passée ces dernières années aux questions de place de la religion à l'école, avec comme fil rouge dans les deux cas des questions d'identité, de citoyenneté. En termes d'identité, quand on parle d'Irlande, la Trinité, c'est une des choses qu'ils connaissent, parce que le trèfle, c'est ce que le trèfle est censé représenter. Donc il n'est pas à 4 feuilles, mais à 3 feuilles. Ce qu'on oublie parfois. Il se trouve, je précise que j'ai des origines à la fois alsaciennes et nord-irlandaises, qui expliquent, je suis un peu prédéterminée dans les deux cas sur les questionnements sur l'histoire et sur la religion à l'école aussi. Pour vous, je présuppose que vous connaissez relativement peu les questions irlandaises dans ce contexte, et je vais me permettre un petit préambule historique, parce que si on regarde uniquement la situation aujourd'hui du système scolaire irlandais, on a l'impression qu'il y a une différence vraiment fondamentale entre l'Irlande et la France, par exemple, alors que historiquement, les choses sont un petit peu plus compliquées. Donc je remonte au 19e siècle, en 1831. Donc avant 1831, les écoles étaient relativement rares encore, elles étaient essentiellement caritatives, organisées par les religions. En 1831, le gouvernement met en place un système national, un réseau national d'écoles primaires, qu'il appelle les écoles nationales, National Schools, qui sont censées être des écoles communes. Ils l'ont fait avant tout le monde, 1831, c'est vraiment tôt en Europe.
une instruction dans des écoles communes dans lesquelles est envisagée une instruction religieuse séparée d'une instruction qu'on appelle littéraire et morale, qu'on appelle secular, laïque, c'est le plus simple, hein, c'est un petit peu compliqué les traductions, mais donc voilà, il y avait un principe de départ qui avait été mis, qui a fonctionné quelques années, et puis très vite, les églises d'abord presbytériennes, puis anglicanes, puis catholiques, ont commencé à refuser le principe, à accepter les fonds publics, mais à reprendre la main en termes de contrôle sur les écoles. Et surtout à insister que les coreligionnaires, les enfants, soient dans leurs propres écoles. Donc le principe est resté en fait très longtemps. Le système était censé être non confessionnel, mais on avait de fait une ségrégation scolaire très, très forte, religieuse, donc dans les écoles. Simplement pour vous, j'arrive assez vite, donc jusqu'aux années 60, l'instruction religieuse avait lieu dans l'école, mais soit au début, soit à la fin des cours, l'idée étant que les parents pouvaient retirer leur enfant. Les enseignants avaient une petite idée de neutralité. Ils devaient faire attention à ne pas blesser les enfants dans leurs croyances. Donc voilà, il y avait cette idée-là. Mais c'était devenu très très théorique. Et en 65, le gouvernement a décidé de reconnaître le caractère confessionnel de facto du système. Donc il est allé en fait encore plus loin que les églises d'un seul coup. Ça a été assez surprenant à l'époque. Et donc le système est devenu officiellement confessionnel. Les écoles étaient contrôlées et étaient la propriété des églises. Il n'y a pas vraiment d'école publique. Et d'un autre côté, c'était l'État qui payait l'essentiel de l'entretien et des enseignants, les salaires des enseignants. Donc à partir de 65, on a cette reconnaissance d'un système confessionnel, renforcé en 71 par l'introduction d'un programme des écoles primaires qui se voulait intégrer. Donc c'était les idées progressistes, l'intégration des enseignements, on allait arrêter de les saucissonner, mais ça incluait aussi la religion. Donc on ne pouvait plus envisager d'avoir la religion à la fin des cours. Il fallait qu'elle imprègne l'ensemble de l'enseignement. En tout cas, c'était l'esprit du programme de 71. Les choses ont, d'un certain point de vue, été renforcées. C'est très très paradoxal parce que les choses ont été renforcées encore plus en 98 avec une loi pour l'éducation qui a institutionnalisé l'idée que le caractère spécifique des écoles, on a ethos et l'éthos, était prioritaire. Alors, c'est un peu compliqué, il y a les patrons, le contrôle des écoles donc, est fait par les églises catholiques, les églises protestantes. Il y a 92% des écoles qui sont catholiques, 5% à peu près protestantes, les différentes confessions protestantes, 2 écoles musulmanes, une école juive. Et maintenant, depuis les années 90, quelques dizaines d'écoles qui sont dites educate together, éduquer ensemble, et qui se veulent multiconfessionnelles. Oui, je ne veux pas être trop longue. Est-ce que j'ai encore une minute? Ouais. Oui, non. Peut-être que vous pouvez enchaîner avec le deuxième temps, puisqu'il s'agissait à partir de ces situations contrastées d'aborder plus précisément les missions données à l'école et donc de peut-être nous aider à identifier une ou deux tensions particulièrement fortes liées à la situation particulière d'Irlande. Oui, alors si je continue sur cette lignée, vous avez donc ce côté un peu paradoxal au moment où il y avait une sécularisation sociale de l'Irlande à partir des années 80-90, un cheminement du système scolaire institutionnel vers la reconnaissance plus forte encore du caractère confessionnel des écoles. Donc on a cette sécularisation sociale malgré tout qui a continué, qui s'est renforcée de plus en plus, et c'est particulièrement fort depuis les années 2000.
avec notamment les séries de scandales dans lesquelles était impliquée l'Église catholique. Et puis s'est greffée là-dessus une immigration, parce que l'Irlande a été un pays d'émigration pendant très longtemps. Elle est devenue un pays d'immigration seulement à partir de la deuxième moitié des années 90. Et donc ça a renforcé les effets de la sécularisation sociale qui existaient déjà. Donc cette tension-là, elle est devenue de plus en plus forte. Les sondages montrent depuis une quinzaine d'années qu'une majorité de gens souhaitent un système d'école commune et souhaitent mettre fin au contrôle de l'Église catholique, en particulier sur les écoles. Les enseignants, notamment du primaire, cherchent aussi à aller dans ce sens. Il faut se rendre compte qu'ils n'ont pas de liberté de conscience et de religion. On leur demande d'enseigner la religion, sous forme de catéchisme un peu amélioré, mais on est encore à ce stade, alors qu'en Irlande du Nord, depuis les années 40, ils ont une clause de conscience qui leur permettait de ne pas enseigner ça. Donc en termes de tension, on arrive vraiment à un point d'orgue depuis une dizaine d'années, à la fois sur les questions structurelles, donc les écoles catholiques ont le droit de refuser des enfants. Quelqu'un qui n'a pas de certificat de baptême dans un milieu urbain où il n'y a pas 36 écoles locales, s'il y a trop d'enfants, il y aura la priorité à ceux qui ont leur certificat de baptême, et puis les autres doivent aller ailleurs. Donc il y a eu des gros soucis de ce point de vue-là, de discrimination légale. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et puis, du point de vue des contenus, il y a eu d'un côté une évolution institutionnelle vers davantage d'éducation interculturelle, vers une influence du Conseil de l'Europe, notamment sur les questions d'éducation interculturelle, le développement d'éducation à la citoyenneté, d'un programme d'éducation à la citoyenneté qui se veut très offensif sur les questions de discrimination. Et dans le même temps, vous avez dans les écoles, notamment en école primaire, un enseignement de la religion qui a très peu évolué, qui est entièrement confessionnel, exactement comme en Pologne, de ce point de vue-là. On a un système très proche. Et quelque chose d'un petit peu plus compliqué, et je garderai ça peut-être pour tout à l'heure, à l'école secondaire, il y a eu un début de réflexion sur l'enseignement du fait religieux. C'est pas tout à fait pareil, et justement, c'est très compliqué. Voilà, je garde ça pour la suite. Merci, Karine. Alors, oui, vous prolongez la réflexion pour identifier effectivement des tensions spécifiques. Sûr qu'on est sur des situations un petit peu opposées. Merci Sébastien. Je me rends compte que j'ai quand même oublié de rappeler tout à l'heure ce que voulait dire transversal, parce que je suis dans mon jargon SP, mais enseignement transversal du fait religieux, ça veut dire ce n'est pas une matière à part entière, alors qu'il y a quantité de pays en Europe où l'enseignement de la religion correspond à une matière identifiée. Ce n'est pas le cas en France, et à ma connaissance, c'est le seul pays dans lequel l'enseignement des religions ou des faits religieux est transversal. Ça veut dire que cet enseignement-là est tributaire des différentes disciplines. On va aborder les faits religieux à travers le cours d'histoire, à travers les arts plastiques, à travers la littérature, à travers l'enseignement de la philo, éventuellement de la géographie ou des sciences économiques et sociales. Donc évidemment, ça a des conséquences sur le plan de la formation. Ce n'est pas une matière spécifique, et effectivement, ça veut dire que c'est une incitation à faire vivre effectivement cette connaissance des religions à travers les différentes approches disciplinaires. Alors, j'en viens aux tensions, parce que c'était un petit peu la commande. Alors, la première tension ou difficulté que j'identifie et qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que là, comme ça, on dit l'enseignement des faits religieux, c'est un enseignement respectueux des consciences, etc. C'est un enseignement laïque, incontestablement. Mais pour autant, l'approche savante des religions n'est pas neutre ou indolore pour le point de vue confessionnel. Ce que j'entends par là, c'est que la possibilité même d'étudier les religions d'un point de vue extérieur, objectivant, distancié, non confessionnel, c'est déjà un acquis de la sécularisation. Il faut quand même se rendre compte qu'au moment où se sont développées les sciences religieuses,
parfois certes aussi la main dans la main avec la théologie, hein, notamment la théologie protestante, mais c'est pas quelque chose qui s'est fait simplement. Hein. Et d'ailleurs, au Québec, hein, le cours d'éthique et culture religieuse, alors qui n'est pas comparable tout à fait à l'enseignement des faits religieux à la française, a été qualifié d'enseignement relativiste des religions par ses adversaires. Donc il faut être conscient du fait que voilà, demander à un croyant de parler de sa religion ou même d'autres religions d'un point de vue scientifique, en objectivant, en mettant de côté la question de la vérité de la croyance, c'est quand même une sacrée conversion intellectuelle. Donc ça, c'est quand même un aspect, il me semble, qu'il ne faut jamais perdre de vue, même quand on parle de la neutralité enseignante. Ça demande effectivement une conversion épistémologique, et ça peut, dans certains cas, faire tension. C'est-à-dire qu'avant même... on parle souvent de l'enseignement des faits religieux comme un enseignement qui relève des questions vives ou des questions chaudes. C'est-à-dire qu'un enseignement qui peut faire peur aux enseignants parce qu'ils ont peur que ça suscite la controverse dans le cadre de la classe. Mais avant même d'entrer sur le contenu, c'est la démarche même qui peut faire problème. C'est-à-dire le choix même d'avoir un discours non religieux sur la religion. Alors ça, c'est le premier point, effectivement, le premier élément de tension que je voudrais identifier. Il y en a un deuxième, qui est une tension plus didactique, entre deux approches de l'enseignement des faits religieux qui ne sont pas absolument opposées, mais qui renvoient à une polarisation possible de cet enseignement. C'est la tension entre une approche patrimoniale qui va s'intéresser prioritairement aux traces que le religieux laisse dans un monde qui est largement sécularisé. Par exemple, le fait qu'on ait des églises, qu'on ait encore des sonneries de cloches, le fait qu'on ait une littérature qui est imprégnée de religion. Chateaubriand ou ce que vous voulez. Donc cette approche-là qui va s'intéresser aux traces, aux documents, en considérant que c'est un élément d'un patrimoine culturel qui lui-même peut être abordé de manière sécularisée. Et puis une approche qui va être plus compréhensive, plus existentielle, et qui va chercher à appréhender le sens des pratiques et de l'expérience religieuse, qui va se poser la question, je schématise un peu, mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête d'un croyant de l'époque médiévale, ou de l'époque contemporaine, si on parle des religions présentes. Alors, si vous voulez, du coup, on va avoir d'un côté une approche qui va être plus extérieure, qui va s'intéresser aux objets, à la matérialité, et de l'autre côté une approche plus intérieure, plus empathique en quelque sorte, qui va essayer de comprendre la religion de l'intérieur. Alors on ne peut pas tout à fait les dissocier, c'est-à-dire que c'est très difficile d'analyser et d'étudier une trace si on laisse complètement le côté de la question de la spiritualité qui l'a inspiré, mais en même temps vous voyez bien que entrer dans la spiritualité, ça présente aussi toujours le risque potentiel de s'engager dans une démarche apologétique qui éventuellement pourrait avoir pour déboucher, de laisser entendre que, on va dire, l'athéisme ou l'indifférentisme serait une forme de vacuité existentielle. Alors ça, évidemment, dès qu'on entre un peu avec honnêteté dans l'analyse d'un objet, on essaie de lui rendre justice, et donc il y a une sympathie méthodologique, mais effectivement, ça peut présenter le risque d'une dérive apologétique. Dernière question difficile, de quelle religion va-t-on traiter à l'école ? Tout élément, tout choix de programme suppose des arbitrages entre ce qui mérite d'être enseigné et ce qui mérite de ne pas être enseigné. Et du coup, si on justifie l'enseignement des faits religieux par ses vertus, soit civiques, faire accepter le pluralisme, faire comprendre la religion de l'autre, donc on est plus du côté de l'impact de l'éducation à la citoyenneté, ou si on le justifie par une approche patrimoniale, comprendre le monde dans lequel on vit, au niveau mondial ou au niveau national, on se pose la question de la place qu'on fait aux différentes religions. Et si on est sur une culture nationale ou européenne, il est évident que, on va dire, l'héritage judéo-chrétien prend la première place. Si on est sur une approche plus mondiale, on peut se poser la question de la raison pour laquelle, finalement, l'hindouisme est si peu traité dans les programmes, et même, je dirais, si on est sur la question de la compréhension des religions actuellement présentes sur le sol français, on peut se poser la question aussi de la faible présence du bouddhisme, par exemple, dans l'enseignement des faits religieux à l'école. Alors que je n'ai pas les chiffres, mais ce n'est pas du tout négligeable, la communauté bouddhiste française. Alors, encore une fois, l'enseignement des faits religieux n'a pas pour vocation d'être dans une logique de reconnaissance. Il ne s'agit pas de dire « on vous reconnaît, on va enseigner votre religion ». Mais s'il s'agit de comprendre les religions qu'on peut rencontrer, alors effectivement, logiquement, il faudrait qu'il y ait une forme de représentativité. Merci.
Sébastien, pour la Pologne? Alors pour la Pologne, effectivement, il y a pas de tension. si, alors il y a des tensions, oui, il y a des tensions, mais c'est un peu différent. Effectivement, c'est pas des tensions internes à un enseignement. Je vais pas rentrer dans les. Bon, ça pourrait être intéressant, mais c'est vrai que ces tensions un peu internes à l'enseignement lui-même que tu présentes, je vais pas les présenter parce que les premières tensions qui apparaissent, c'est surtout entre ce que demande en quelque sorte l'Europe. Alors pour être plus précis, ça sera dans ce cas-là la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées, par exemple par une famille italienne concernant les crucifix apposés au mur des salles de classe. En 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a dit que en Europe, en Italie, en Pologne, etc., en Irlande aussi, en Europe, les crucifix apposés au mur des salles de classe des écoles publiques portent atteinte à la liberté de conscience des élèves et de leurs familles. Alors là-dessus, évidemment, vous imaginez bien que l'Église catholique polonaise a réagi de façon de sorte qu'on peut parler de tension. Elle a répondu en disant que la croix, que le crucifix reste dans les écoles, les hôpitaux et les autres institutions. L'Église ne peut céder son droit à la présence dans les consciences des individus et dans la sphère publique. Nous espérons que cette conviction intérieure sera universellement respectée. Ça, c'est l'épiscopat polonais qui a dit cela. Ensuite, le politique a pris le relais. C'était aussi un Parlement dominé par le parti Droit et Justice, comme aujourd'hui, et le Parlement a voté encore une résolution par 357 voix contre 40, donc à une très très forte majorité, une résolution qui dit « Le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme méprise la loi ainsi que les sentiments des croyants et détruit la paix sociale ». Alors, ensuite, ce jugement en 2009, qui est en gros contre les crucifix dans les écoles publiques européennes, a été révoqué en 2011, comme vous le savez peut-être. La Cour européenne des droits de l'homme, suite à un appel en Italie, un appel du gouvernement italien, s'est rétracté et a dit non, finalement, voilà, les crucifix ne portent pas atteinte à la liberté de conscience. Alors, je vais passer les détails pourquoi ça s'est passé comme ça, mais en tout cas, il y a eu une volte-face de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça serait la première tension que je mentionnerais. Donc entre certaines normes européennes, disons, et puis les normes polonaises sur ces questions-là, qui ne sont donc pas vraiment laïques. Ensuite, une autre tension est assez importante aussi à mentionner, c'est celle qui apparaît entre la position très forte de l'Église catholique qui a été acquise durant le communisme et les principes démocratiques nécessaires aujourd'hui, enfin qui sont en tout cas affichés en Europe. La Pologne est censée être une démocratie, donc voilà, par exemple, dans une démocratie, c'est pour les questions d'éducation nationale, le ministre de l'Éducation nationale devrait pouvoir avoir son mot à dire. Or, en Pologne, l'Église a travaillé de façon très étroite avec le gouvernement communiste dans les années 80, dans le cadre d'une commission assez spéciale qui s'appelle la Commission commune du gouvernement et de l'épiscopat. Il s'avère que cette commission existe toujours et pour certaines décisions, elle est plus importante que le Conseil des ministres, pour aller vite. Par exemple, l'Église a demandé en 2007 à ce que la note de catéchisme soit incluse dans la moyenne de l'élève. Donc la note de prière, si vous voulez, la note pas de fait religieux, d'enseignement du fait religieux, mais la note de religion. La note d'engagement dans la religion, qu'elle soit incluse dans la moyenne avec la note de physique-chimie, par exemple. Là, le ministre de l'Éducation, Ryszard Legutko, a dit, pourtant il fait partie du parti Droit et Justice, ultra-conservateur catholique. Il a dit, non, là quand même, on ne va pas faire ça, on ne va pas mélanger un enseignement qui porte sur les croyances, c'est même pas un enseignement qui porte sur les croyances, mais qui demande à ce qu'on s'engage dans une croyance avec un enseignement de biologie, par exemple. Ça n'a aucun sens. Et là, l'épiscopat a répondu au ministre, qui pourtant, comme je le dis, il est très, très conservateur et très catholique. L'épiscopat a répondu « Si le ministre Legutko veut la guerre avec l'Église, alors il l'aura », en 2007. Et là,
il a été, donc c'est le Premier ministre qui est intervenu et qui a dit la décision concernant la note de religion dans la moyenne des élèves a été prise en commission commune du gouvernement et de l'épiscopat. Et pour cette raison, elle sera mise en place, cette mesure d'intégrer la note de religion dans la moyenne sera mise en place, quoi qu'en pense le ministre de l'Éducation. Voilà. Merci Sébastien. Karine, est-ce que vous voulez voir avec nous donc les implications de ces tensions, puis vous vouliez revenir sur peut-être une tension que vous avez Tout à fait, il y a différentes choses qui me sont venues à l'esprit en écoutant aussi mes collègues. Sur la question de l'enseignement du fait religieux, de la religion. Donc ça me ramène à ce sur quoi j'avais terminé tout à l'heure. Donc il y a un début de tension à la fois dans le primaire et dans le secondaire. Dans le primaire, donc on a toujours une forme de catéchisme assumée. C'est l'Église catholique qui décide de ce qui va être enseigné. Mais le gouvernement, à travers l'organisme qui construit les programmes, a commencé à essayer de développer un enseignement du type qui ressemble davantage à ce qui se fait au Québec, justement. Ça s'appelle « Éducation aux religions, sur les religions et sur les croyances et éthique ». Je traduis un peu littéralement, mais le problème, c'est que il y a vraiment un conflit frontal avec le catéchisme, précisément pour les raisons que tu viens de décrire sur ce côté épistémologique. Et donc, pour le moment, ce programme-là est suspendu. Il ne se passe rien du tout. Dans l'école secondaire, il y a eu les Irlandais, les médias se sont enorgueillis du fait qu'à partir des années 2000, ils sont passés à un enseignement des religions. Avant, donc il y a une matière qui s'appelle éducation religieuse, mais qui a évolué dans son contenu vers quelque chose qui ressemble davantage à un enseignement des religions. Donc ils ont inclus, alors c'était très intéressant aussi ce qui était dit sur le choix des religions, c'est en fait un mélange, il y a une confusion absolument terrible entre les deux, entre l'enseignement du fait religieux et l'enseignement de la religion. Des exemples, alors, du côté du connaissance des religions, ça s'est élargi par rapport à ce qui se faisait avant. Avant, c'était vraiment très confessionnel. Maintenant, on a vraiment les trois grandes religions monothéistes, un tout petit peu d'hindouisme, un tout petit peu de bouddhisme, et puis un petit peu d'approche humaniste, qui est censé être le pendant. Voilà. Et à côté de ça, quand on commence à aller dans les manuels scolaires en particulier, et même dans les programmes, alors un exemple peut-être le plus parlant, les manuels scolaires eux-mêmes reçoivent l'onction, on appelle ça l'imprimatur, de la conférence des évêques. Donc, qui considère que par ce biais-là, on va quand même réussir à construire la foi des élèves. Donc on est vraiment dans un système très 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 compliqué, très confus de ce point de vue-là. Il y a une hiérarchisation très forte parce qu'il y a une petite approche humaniste, mais il y a aussi certains manuels scolaires qui sont les questions d'indifférentisme ou d'athéisme sont liées de manière très très simpliste à une conception tout aussi simpliste du matérialisme. On les met dans le programme, dans la partie du programme qui s'appelle Défi à la foi. Et puis le matérialisme, il y a une photo à côté avec une industrie polluante. Voilà, c'est ce type de vision qu'on donne de la chose. Dernière petite chose qui, me semble-t-il, peut faire le retour aussi sur la dimension européenne. Et la vision de l'Irlande là-dessus, ça rejoint aussi ce qui avait été dit en introduction sur cette question de prise en compte du pluralisme religieux. Du côté irlandais, il y a eu des tentatives d'influencer, et je pense avec la Pologne, l'Union européenne, depuis la fin des années 90 en particulier. Ça a été très très vrai pour le traité constitutionnel.
avec l'idée de l'héritage chrétien. Donc l'Irlande poussait à la roue. L'Irlande a aussi, je parle du gouvernement bien sûr, poussé pour qu'on n'inclue pas explicitement les droits des enfants dans le traité constitutionnel. Ça leur posait un problème, entre autres pour des questions de liberté de conscience et de religion. Tout ce qui est développé en ce moment par l'Union européenne, depuis un certain nombre d'années maintenant, sur la question d'un dialogue structuré avec les religions, c'est pris de manière très très positive par le gouvernement irlandais, qui considère que c'est parfait. Ça lui donne le moyen de donner la priorité aux religions, avec un début d'apparence de neutralité, mais bon, quand même, l'Église catholique, on la reçoit d'abord. Voilà, ça reste quand même assez fort de ce point de vue-là. Donc, pour terminer là-dessus et sur les questions d'influence européenne, de ce point de vue-là, du point de vue du combat contre la discrimination religieuse et pour la défense des droits fondamentaux, et donc notamment du droit de la liberté de pensée, de conscience et de religion, l'Union européenne a en fait n'a pas joué jusqu'à présent de rôle actif de défense de ces droits en Irlande. La seule instance potentielle, c'était la Cour européenne des droits de l'homme, effectivement. Je nuancerai un tout petit peu, tu n'as pas voulu préciser, mais une chose intéressante dans la façon dont ça a été révoqué, c'est que la Cour a décidé qu'elle n'était pas compétente. En fait, ils ont dit qu'il n'y avait pas de consensus au sein des pays européens, et donc elle a refusé de dire qu'elle était compétente, et elle a considéré qu'il y avait une marge d'appréciation. Donc en fait, elle s'est retirée de la chose. Et les seules instances internationales qui ont mis une certaine pression sur le gouvernement irlandais pour faire évoluer ces pratiques, c'est l'ONU. Avec les commissions de respect de la Convention internationale des droits de l'enfant, du droit à l'éducation et des droits culturels également. Merci. Sébastien, tu voudrais compléter? C'est juste pour compléter encore, des sociologues ont montré que, une hypothèse aussi, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme, au bout d'un moment, les juges se sont dit, de toute façon, si on maintient le jugement, les Polonais et les Italiens n'enlèveront pas les crucifix. Et donc, de quoi aura-t-on l'air? Donc, ils ont cherché une espèce de théorie comme ça sur chacun sa laïcité, en gros. Et comme ça, ils peuvent garder la face, en tout cas, comment on dit, sauver leur face, en quelque sorte. Oui, c'est-à-dire que le politique a pris le pas sur le juridique, sur ce point. Garde peut-être tu voulais... Oui. Finir, enchaîne. Non, je voulais juste compléter par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme, mais je peux repartir sur la Pologne. Oui. Voilà. Donc, d'accord. Alors, qu'est-ce que donc maintenant, on est dans plutôt la troisième partie, n'est-ce pas? C'est-à-dire les implications des tensions qu'on a mis en évidence. Alors, je vais peut-être rebondir encore une fois sur ce qu'a dit Karine Fischer. C'est par rapport, si j'ai bien compris, en 71, l'enseignement religieux, l'Église dit qu'il ne doit pas être à la fin des cours. C'est ça? Alors c'est ça, sauf que c'est pas l'Église. D'accord. C'est dans les programmes. D'accord, c'est quelque chose. Qui ont été validés par le gouvernement, et c'est pas l'Église en fait qui l'a fait. D'accord. Alors ça correspond effectivement. Je comprends tout à fait pourquoi tu poses la question. Ça correspond effectivement à ce que le Vatican dit sur l'Église catholique, sur l'école catholique, pardon. Dans les ouvrages, les fascicules du type l'école catholique, écrit par le Vatican il y a une quinzaine d'années, il y a l'idée que la religion doit imprégner l'ensemble de la vie de l'école. Donc ça correspond, mais c'est le gouvernement qui l'a fait. Oui, mais c'est le gouvernement. Mais si les écoles sont très majoritairement à patron catholique, c'est un peu, c'est compliqué. Oui, c'est sûr. Ouais, oui, la difficulté, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement est allé, pour des raisons de pédagogie au départ, est allé dans le sens de l'Église catholique, alors qu'en fait, ils auraient pu rester sur l'idée que l'instruction religieuse était à la fin des cours.
Ils l'ont simplement pas fait. Et c'était pas nécessairement une demande expresse de l'Église catholique à l'époque. Alors en Pologne, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Sauf que là, dans ce cas-là, pour la Pologne, c'est une demande expresse de l'Église catholique, effectivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité... Alors c'est encore la Cour européenne des droits de l'homme qui a fait avancer un petit peu les choses, parce que il y a des cours d'éthique qui sont prévus par la loi, suite à la chute du communisme, ou disons du passage du communisme à un système de libre marché libéral, et de politique libérale. Il y a la loi qui prévoit un cours d'éthique, sauf que ce cours d'éthique n'est possible qu'à partir de 7 élèves volontaires. Or, il n'y a pas souvent 7 élèves volontaires dans les écoles polonaises pour prendre l'éthique. Et donc la Cour européenne des droits de l'homme a dit que, effectivement, ça ne correspondait pas aux droits du citoyen. Si c'est dans la loi, alors un élève qui veut prendre un cours d'éthique, ça suffit pour qu'on organise un cours d'éthique. Et c'est là, justement, que certaines associations, militants, certains hommes et femmes politiques polonais ont dit que pour faciliter les choses, il serait bien de mettre le cours de catéchisme à la fin de la journée, parce que comme le cours d'éthique nécessite une organisation inter-école, vous imaginez, parce que comme il y a quelques élèves dans chaque école qui veulent prendre l'éthique, alors il faut organiser des cours inter-établissements avec des transports scolaires pour organiser. Donc c'est plus facile si c'est à la fin de la journée. Voilà. Et donc il a été proposé de mettre aussi les cours de catéchisme en fin de journée pour que ça facilite l'organisation globalement. Et là, l'Église catholique polonaise est intervenue en disant que là, il s'agit de christianophobie. On parle beaucoup d'islamophobie, mais il y a aussi la christianophobie, et qu'il s'agit ici d'une discrimination de la religion. Donc là, l'Église catholique, vous voyez, malgré la puissance qu'elle a en Pologne, se pose en victime. Il n'y a pas besoin d'être une victime pour se poser en victime, comme vous le savez. Voilà. Je vais peut-être terminer là-dessus. Oui. On passe aux implications plus concrètes. Ouais. Alors évidemment, le contexte français, je suis toujours un petit peu en décalage parce que les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Le premier enjeu qui sort fortement sur le terrain, alors, sur lequel je vais passer assez rapidement parce que ça me semble être un faux problème quand même, enfin un vrai problème concret mais pas un problème de fond, c'est la question de la formation. Ça, l'enseignement des faits religieux, c'est un enseignement qui peut faire peur. Mais ce qu'on voit assez clairement, c'est que les stratégies d'évitement de cet enseignement-là qu'on peut observer dans certaines situations, ça m'est arrivé de croiser des stagiaires qui disaient que non, cet aspect-là du programme, je ne le fais pas, notamment je pense à des stagiaires de philo où, pour le coup, quand on traite la question de la religion, on en discute. Donc il y a une dimension de conflictualité qui peut être plus présente. Qu'il peut y avoir une volonté de ne pas s'exposer, en fait. Mais généralement, cet évitement-là, il disparaît assez rapidement dès que les enseignants se sentent armés. Donc les savoirs académiques sont sécurisants et constituent une ressource pour les enseignements. C'est vraiment quelque chose qui les aide à faire face à la contestation. Un enseignement qui est bien armé sur la connaissance, qui sait ce dont il parle, il se sent assez rapidement sécurisé et il arrive à refroidir les situations potentiellement un peu explosives. Alors, on peut discuter de l'efficacité de la formation initiale, continue, de l'offre de formation. Il y a aussi beaucoup d'enseignants qui se forment eux-mêmes, qui vont chercher des livres, qui se documentent tout seuls par curiosité, effectivement. Et généralement, ce qu'on voit, c'est que dans ces cas-là, ils investissent l'enseignement des faits religieux dans leur travail. Donc il me semble qu'il n'y a pas c'est pas un problème épistémique, c'est un problème d'organisation, de ressources, mais c'est quelque chose qui peut être résolu. Alors, plus fondamental et sans doute moins insoluble, il y a des difficultés qui sont liées à l'exercice de la neutralité dans le cadre de l'enseignement scolaire des faits religieux. Et il me semble qu'il faut bien mesurer la différence qui sépare l'enseignement scolaire des faits religieux de l'enseignement universitaire des faits religieux ou de la recherche sur les religions.
dans le cadre de la recherche, des études qui sont faites à l'université, on a quand même un espace et un temps qui permet effectivement d'avoir un discours extrêmement nuancé, extrêmement circonstancié, qui rend justice à la pluralité des faits religieux, qui permet de les appréhender dans toute leur complexité. Dans le cadre scolaire, on a un temps qui est quand même contraint. On a aussi, on va dire, des élèves qui sont plus jeunes. Et donc, on est amené à faire un travail de vulgarisation. Et ce travail de vulgarisation, il enveloppe inévitablement avec lui le risque de la simplification, voire de la simplification simpliste. Cette simplification, c'est pas seulement un problème du point de vue, on va dire, de la science et de la rigueur académique, c'est aussi un problème éthique. Parce que le risque auquel on se trouve confronté, effectivement, c'est d'avoir, par un effet de simplification, de tenir bien involontairement un discours qui prend la forme d'une normalisation et d'un discours qui conforte une certaine orthodoxie. Je prends un exemple assez simple, c'est quand on étudie, par exemple, l'islam, on fait les 5 piliers de l'islam, et le message qui peut être transmis aux élèves, c'est que un musulman qui ne ferait pas le ramadan ne serait pas un musulman. C'est-à-dire qu'on définit, alors avec une idée effectivement de transmettre des connaissances qui permettent de déchiffrer les religions, mais finalement on dessine un cadre qui essentialise le religieux et qui, involontairement, je pense que c'est pas du tout la volonté des enseignants, mais on laisse entendre en fait aux élèves qu'il y aurait une bonne pratique pour chaque religion donnée. Et ça, c'est un risque qui est assez difficile à éviter, tout simplement parce qu'il faut à la fois donner des clés de lecture, donc repérer finalement des constants, des traits caractéristiques forts, sans pour autant effectivement évacuer la pluralité des faits religieux et sans évacuer non plus la liberté finalement de pratique et de conscience des élèves. Donc le risque de véhiculer une orthodoxie, une orthopraxie, ça c'est une vraie difficulté, quelque chose qui me semble structurel en fait à cet enseignement des faits religieux. Dernière difficulté, toujours liée à la neutralité, c'est la tension qui existe entre la finalité civique de l'enseignement des faits religieux, c'est-à-dire la volonté de promouvoir le pluralisme, la tolérance, et le souci effectivement de vérité scientifique. C'est-à-dire que ce qu'on va observer, pour avoir lu un certain nombre d'entretiens menés avec des enseignants, c'est que souvent, l'enseignement des faits religieux étant vu comme une manière de détruire les stéréotypes, de favoriser la tolérance, on va retrouver la tentation chez pas mal d'enseignants d'avoir un discours qui est lui aussi finalement normatif sur les religions, puisqu'il va tenir en fait une espèce de politiquement correct que les religions ne peuvent pas être intrinsèquement violentes, qu'elles véhiculent toutes un message de paix, qu'elles sont au fond toutes identiques sur bien des points, que c'est le même Dieu, etc. Alors surtout, on va trouver ça beaucoup pour les 3 monothéismes. Évidemment, c'est une autre forme de simplification. Donc c'est complètement évacuer le fait qu'il puisse y avoir aussi une violence religieuse et que ça fasse... Voilà, on va retrouver ça, ce discours aussi suite aux attentats de Charlie, qui consiste à dire effectivement, ah non, mais le terrorisme ne peut pas être religieux. Ce n'est pas religieux, c'est étranger à la religion. Alors on voit la volonté, c'est d'échapper à l'amalgame. Mais en même temps, effectivement, on tient un discours qui se situe de l'intérieur du religieux, alors que ce n'est pas effectivement le propos de l'enseignement des faits religieux. Et ça, il me semble que c'est pour le coup un effet, je dirais, de la prescription. C'est-à-dire cette tension en disant, faisons de l'enseignement des faits religieux, vous allez voir, on va tous devenir tolérants. Mais effectivement, l'étude scientifique ne va pas toujours dans un sens qui serait celui de la valorisation de religions tolérantes. Merci. Eh bien, écoutez, merci à vous 3 de nous avoir dressé un cadre qui nous permet de réfléchir, et peut-être que c'est le moment de vous donner la parole dans la salle si vous avez des questions déjà peut-être de précision ou d'interrogation sur une situation ou sur l'autre. Question par question, là, les gens sont très nombreux. Bonsoir, merci beaucoup pour cet exposé. En fait, moi, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il n'y ait pas une demande, en fait, d'enseignement de faits religieux, et au contraire, qu'il y a une prééminence des extrémistes? Aujourd'hui, dans le contexte actuel, on a l'impression qu'il y a une demande
d'enseignement, en tout cas du fait religieux, pour que les générations puissent s'imprégner de ça. Or, ce qu'on remarque dans tous les pays aujourd'hui, c'est successivement des extrémismes qui se positionnent et que, à mon avis, pour certains cas, c'est que la religion est prise comme prétexte. Et la religion aussi a une force dans le sens où elle est aussi dogmatique et elle impose. C'est-à-dire qu'elle est un allié, en fait, des extrémismes, en fait. Donc, ils s'en servent pour certains. Il y en a, certains pays qui sont imprégnés, mais un pays comme la France, qui est sécularisé à l'extrême, si je peux dire, et qui a moins... il y avait un sondage qui était fait il n'y a pas longtemps qui montrait qu'il y avait 0,01 de gens pratiquants, effectivement, et qu'il y a plus de 60% athées. On se dit comme s'il y avait une urgence à faire ça. Et ça me permet de venir sur une question qui me rappelle donc une intervention de Sébastien qui parlait de culture religieuse, enseignement de la culture religieuse, parce que tout à l'heure vous en avez parlé un petit peu qu'il y avait, quand vous avez fait état du métro Trinité, qu'il y avait besoin d'apprendre la culture. Et est-ce que ce n'est pas ça qui en demande au lieu d'un enseignement de fait religieux? Merci pour votre question, Karine. Quand vous parlez de demande sociale, vous entendez effectivement c'est la demande c'est cette idée que dans la société, il n'y aurait pas une demande d'enseignement des faits religieux, mais il y aurait plutôt une demande vraiment d'enseignement. Il y aurait une volonté d'enseignement confessionnel plutôt. Ce n'est pas une demande majoritaire, en fait. C'est-à-dire que dans le contexte actuel d'un pays comme la France, où il y a une sécularisation, il y a aussi énormément de gens qui ne sont pas en demande de religion, ou ni d'enseignement, de comprendre, il n'y a pas nécessité absolue, comme nos politiques le font. C'est qu'il y a aujourd'hui, à mon sens, comme la nature a horreur du vide, les religions s'imprègnent, profitent d'un vide qui n'est pas comblé par la culture religieuse, par exemple. C'est-à-dire que je me dis qu'il n'y a pas une nécessité, que sur le plan intellectuel, sur le plan de tout un tas de recherches, que ça se fasse. Ça fait partie de justement cette culture-là. Mais je me dis, est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui d'en faire une urgence et qu'il ne faille pas faire ce qui est plus important pour les citoyens et la jeunesse surtout, la culture religieuse? Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Il y a d'abord la question du retour du religieux ou de ses formes contemporaines. Alors, la question effectivement d'approche intégriste, alors ça me fait penser au livre d'Olivier Roy qui s'appelle La Sainte Ignorance, où il analyse la question du retour du religieux, où il dit en fait, c'est pas un retour du religieux, comme tu le disais tout à l'heure, mais c'est une mutation du religieux, et que ce qui s'observe de manière contemporaine et ce qui ne peut qu'interpeller forcément l'école, c'est une mutation du religieux qui devient, alors pas de manière générale, mais de manière très visible, avec certains mouvements qui sont des mouvements extrêmement rigoristes, qu'on va observer effectivement. Alors il y a les salafistes, mais il y a aussi des mouvements pentecôtistes, etc., qui se caractérisent par ce qu'il appelle une religion pure. C'est-à-dire c'est la volonté effectivement de revenir à un noyau religieux qui est dissocié de tout le substrat culturel. Et donc, effectivement, ces religions pures, elles sont exportables, elles sont mondialisées, parce qu'elles ne sont pas liées, elles tentent de promouvoir un modèle de pratique et d'orthodoxie qui est dissocié du terreau culturel et historique où les religions sont forgées. Évidemment, du coup, ça dénoue... Ça essaie de dénouer l'articulation que tisse précisément l'enseignement des faits religieux, puisqu'il s'agit de montrer que les religions ont laissé leurs traces dans l'histoire et qu'elles permettent de comprendre un monde qui est aussi sécularisé. Alors ça, effectivement, c'est par rapport à cette spécificité. Alors évidemment, quand on est dans une démarche de ce type-là, c'est sûr que l'enseignement des faits religieux, ça va poser problème. Ça va poser problème parce que c'est une approche distanciée qui réhistorise et qui du coup est fait de la religion, qui n'est pas dans cette logique de religion pure. Donc c'est sûr que là il va y avoir des tensions. Alors l'intérêt, c'est peut-être ce qui fait aussi une dimension militante de l'enseignement des faits religieux, c'est de dire non, un discours historicisé, distancié sur le religieux est légitime, il est nécessaire, il permet de donner une culture religieuse que n'ont pas forcément des croyants parce qu'ils ont précisément cette approche intérieure. Après, la question de savoir est-ce que l'enseignement des faits religieux, c'est la voie royale pour lutter contre ces formes de religion, ça,
j'en suis pas persuadée. Je pense que c'est un phénomène beaucoup plus compliqué. Mais tu voulais intervenir, Karine? C'est pas tout à fait. Votre question portait essentiellement sur la France, je pense, mais ça m'a quand même interpellée sur la dimension de demande sociale. Parce que ce qui est frappant en Irlande, c'est que quand on demande aux jeunes ce qu'ils veulent, ça arrive rarement. La voix des enfants et des jeunes, elle est rarement entendue. On fait vraiment l'effort aussi d'aller leur poser la question, simplement. Mais il y a eu des résolutions du Parlement des jeunes, par exemple en Irlande, il y a quelques années, qui étaient, en gros, arrêtons l'enseignement de la religion et développons un enseignement de type éthique. Il y avait une demande qui venait de là. Et quand les collègues sociologues d'éducation travaillent sur certains échantillons, ce qui ressort le plus, c'est que l'éducation religieuse, ça ne les intéresse pas. Voilà. Donc on retourne, je suppose que c'est des choses qui sont connues en France depuis des années, mais en Irlande c'est relativement nouveau, malgré tout. Donc il y a un vrai décalage. Même en Pologne. Ouais, voilà. Et l'éducation religieuse, la matière dans l'école secondaire, elle est... il y a eu un arrangement. Il semblerait qu'une des raisons pour lesquelles elle a été... l'Église catholique a dit oui au fait d'élargir sur l'enseignement des religions, c'était que la contrepartie, c'est qu'elle devenait une matière d'examen. Et comme elle devenait une matière d'examen, son statut par rapport aux autres matières était un petit peu meilleur. Et donc on allait arrêter de la considérer comme la cinquième roue du carrosse, parce que tout le monde, ça leur était totalement égal aux gamins de faire de l'éducation religieuse. On retrouve ça en Pologne, non? Oui, très rapidement. C'est un peu la même stratégie en Pologne de l'Église, hein, parce qu'il y a des cours d'éthique donc, qui sont prévus, mais l'Église considère... Alors, il y a deux positions de l'Église, c'est souvent comme ça, l'Église, toute institution, disons, pour être plus disons moins polémique, en tout cas plus comment on dit, plus honnête. Toute grande institution est polyphonique en quelque sorte, donc il y a plusieurs voix, mais il y a deux voix principales de l'Église à ce sujet. Soit l'éthique, les cours d'éthique sont comme une espèce de discipline anti-catholique en Pologne, donc vous n'avez pas le droit, si vous êtes catholique, d'y inscrire vos enfants. Donc, ce qui est complètement faux, bien entendu. On sait très bien que l'éthique ne se place pas sur le même plan que la religion. Donc, ça ne peut pas être anti-catholique. C'est juste une autre discipline, c'est une autre façon d'aborder les choses. Ou alors, deuxième solution, deuxième voie exprimée par certains évêques, c'est que l'éthique doit être enseignée par des prêtres, des catéchistes ou des sœurs, par exemple, par le clergé, pour aller vite. Et donc, c'est aussi une façon... à certains moments, on voit que l'Église catholique est pour les cours d'éthique, parce que ça lui permet justement de mettre la main dessus. Et à un moment, la stratégie peut-être devrait aboutir à la chose suivante. Les cours d'éthique pourraient devenir obligatoires. Et dans ce cas-là, si le clergé met la main sur les cours d'éthique, eh bien, la religion deviendra obligatoire à l'école polonaise, ce qui n'est pas encore le cas. Mais la note de religion va bientôt intégrer le baccalauréat. Donc, on s'approche progressivement vers quelque chose d'obligatoire. Avec une note d'éthique en parallèle, du coup ? On va voir, c'est pour 2021 à peu près. On va voir comment ça se goupille. Ouais. Là, le rapport de force. Il faut voir les prochaines élections. Dans pas très longtemps en Pologne, c'est dans 1 ou 2 ans. Si c'est toujours le parti Droit et Justice qui pour l'instant c'est toujours le parti favori, hein. C'est un petit peu comme en Hongrie avec Viktor Orban, c'est à peu près comparable. Ils ont plutôt le vent en poupe. Alors vous décriviez tout à l'heure une forme de désintérêt des élèves pour les cours de religion. Il me semble qu'à l'inverse, alors j'ai pas de chiffres à l'appui, mais un petit peu c'est un retour d'expérience, l'enseignement des faits religieux, alors qui n'est pas une heure propre, mais qui se fait dans des disciplines, ça intéresse plutôt les élèves. C'est-à-dire qu'ils y voient effectivement des outils de compréhension du monde. Alors peut-être que ça les interpelle parfois aussi dans leurs identités, sans doute, mais c'est plutôt quelque chose qui intéresse, quoi, qui est pas rejeté. Une autre question peut-être ?
Oui, bonjour. Moi, j'étais très curieuse de venir ce soir parce que j'aimerais devenir institutrice dès l'an prochain. Donc, je suis à l'ESP de Nantes, c'est-à-dire l'université pour les professeurs des écoles. Et en l'occurrence, en 2 ans, je n'ai jamais entendu parler de l'enseignement du fait religieux, ou juste entendu parler, justement. Et j'aurais donc des questions très pragmatiques. Est-ce que c'est vraiment obligatoire? Parce que pareillement, dans mes stages, je n'ai jamais vu d'enseignement de fait religieux. Et est-ce que ce serait dès la maternelle? Et j'aurais aussi une autre question, à partir de quand on serait hors programme? Parce que c'est du fait religieux, donc est-ce qu'on a le droit de parler que de ce qui est historique, ou est-ce qu'on pourrait mener des discussions à visée philosophique pour déconstruire les préjugés? C'est quoi le cadre légal, en fait? Parce que c'est tellement flou que... Il y a une pluralité. Alors, beaucoup de questions, beaucoup de points que vous évoquez. Alors, effectivement, la question de la place de l'enseignement des faits religieux en formation, c'est un vrai problème. Et ça, c'est tout simplement lié au fait que c'est lié au statut de l'enseignement des faits religieux, qui n'est pas une discipline en tant que telle, et qui, du coup, n'est pas représentée dans les maquettes de formation. On est du côté des enseignements transversaux, ou alors, effectivement, ceux qui vont avoir une formation un peu costaud sur l'enseignement des faits religieux, ça va être les historiens. Parce qu'effectivement, dans le cadre des programmes d'histoire, ils ont assuré l'enseignement des faits religieux. Après, vous êtes tenus par vos programmes, mais par exemple, alors je connais pas par cœur les programmes du premier degré, mais il me semble que en CE2, on étudie la naissance du christianisme, l'Empire romain. Et donc, on est amené en fait à la fois à parler du polythéisme des Gaulois. Alors, si on parle des Romains, il y a aussi effectivement du coup le polythéisme des Romains et la naissance du christianisme. Donc, c'est déjà une occasion. Il y a aussi des stagiaires qui abordent l'enseignement des faits religieux à travers le travail sur le temps, donc ils travaillent sur le calendrier. Donc, c'est des exemples de pratiques. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que l'enseignement des faits religieux, c'est une dimension de vos programmes qui existent. Donc, effectivement, vous ne pouvez pas arriver en disant moi, je vais faire de l'enseignement des faits religieux, je vais faire ça à la place de... Non, c'est quelque chose que vous allez activer avec plus ou moins d'énergie et plus ou moins d'investissement à l'intérieur de programmes qui sont déjà là. Rien ne vous empêche, effectivement, de faire en lecture suivie un ouvrage qui traite des religions. Donc le cadrage, c'est un cadrage disciplinaire, épistémique. Du moment que vous êtes dans les savoirs, que vous respectez votre programme, il n'y a pas de problème. La discussion à visée philosophique, si vous la pratiquez en maternelle, vous faites du langage aussi. Donc vous êtes dans vos programmes, on vous oblige pas à choisir un thème plutôt qu'un autre. Alors ça dépend avec les maternelles, c'est quand même un peu compliqué de parler de la religion. Surtout, la question de la discussion à visée philosophique, c'est pas forcément l'outil le plus facile à utiliser pour parler du religieux, parce que ça suppose de parler. On pourrait avoir une question. Alors, vous trouverez des outils de discussion à visée philosophique sur qu'est-ce que la religion, par exemple. Et du coup, on peut avoir un essai de conceptualisation de ce que c'est, confronter des représentations, des exemples, etc. C'est pas interdit. Rien n'est interdit du moment où vous le faites bien. Après, évidemment, ce que je vais vous dire, ça va un peu vous terrifier, mais dans l'absolu, vous avez une grande liberté. Après, la seule contrainte, c'est de le faire avec rigueur et de ne pas être trop simplificateur. Voilà, en maternelle, c'est plus compliqué. Je ne vous conseillerais pas forcément de vous aventurer sur ce terrain-là, mais vous pouvez parfaitement faire travailler sur les fêtes, par exemple, et à ce moment-là, expliquer aux élèves de quoi il s'agit, travailler sur des représentations. Vous êtes complètement dans les programmes en faisant ça. Bonsoir. J'avais une question pour Sébastien Urbanski. Je suis doctorante à l'IPRA. Je viens de commencer une thèse sur les conversions au christianisme évangélique en Algérie. Et donc, dans les écoles publiques en Algérie, on a un enseignement donc, de la religion, un cours qui s'appelle Tarbiya Islamia. Et pour les familles donc, qui sont maintenant chrétiennes et qui souhaitent que leurs enfants n'aient pas ce cours de religion, ils mettent en place en fait, des stratégies de contournement de ces enseignements-là en envoyant notamment leurs enfants dans des écoles privées qui sont illégales parce qu'elles dispensent un enseignement en français alors qu'elles devraient le faire en arabe littéral. Mais du coup, c'est une manière pour eux que leurs enfants échappent à cet enseignement de la religion musulmane à l'école. Et donc j'aimerais savoir si par exemple en Pologne, on a des choses un peu similaires comme ça, de contournement, des stratégies de contournement de cet enseignement de la religion. Alors ça veut dire qu'en fait en Algérie, vous pouvez avoir une liberté de conscience si vous êtes riche, mais si vous êtes pauvre, c'est ça, si j'ai bien compris, d'accord. Alors, d'accord. Alors en Pologne,
le contournement. Alors c'est différent parce que là, aussi étonnant que ça puisse paraître, peut-être, je ne sais pas, il y a très peu d'écoles privées en Pologne. Par ailleurs, si vous prenez par exemple, si vous comparez un petit peu à l'enseignement privé sous contrat en France, qui fait presque 20%, plutôt 17% je crois, eh bien en Pologne c'est 2%, donc c'est très très peu. Donc il n'y a pas ce genre de stratégie de contournement. Par contre, la stratégie de contournement qui est la plus visible, disons, je dirais, bon, il y en a plusieurs, mais celle qui me semble la plus visible, c'est justement ce désintérêt en fait des jeunes pour la catéchèse. C'est-à-dire que la catéchèse polonaise à l'école, bien qu'elle soit financée par l'État, elle est très rétrograde. Et donc, si vous voulez, bon, alors ça dépend évidemment si vous êtes à la ville ou à la campagne, dans un quartier plutôt populaire ou plutôt bourgeois, etc. Mais globalement, on vous apprend que si vous vivez pas bien, vous irez en enfer. Si vous vivez bien, vous aurez des récompenses. Et puis, c'est très ritualisé également. Bon, donc aujourd'hui, les Polonais, en général, la jeunesse polonaise ne considère pas ces cours sérieusement. Et donc c'est un peu ça la stratégie de contournement la plus visible, c'est-à-dire que les catéchistes souvent n'arrivent tout simplement pas à faire cours. Et souvent aussi, les catéchistes sont résignés, parce qu'eux aussi ne sont pas forcément très motivés. C'est ça un peu l'illusion parfois que peut donner parfois la religion, parce que c'est la religion, il y a des représentants religieux, donc on a l'impression que les représentants représentent des croyants qui vraiment sont engagés dans leur religion. Or, on sait très bien que ce n'est pas du tout le cas. Enfin, c'est parfois le cas, mais en tout cas, en Pologne, ce n'est pas vraiment le cas, même si beaucoup de Polonais se déclarent catholiques. Donc, voilà, c'est des catéchismes qui ne sont pas vraiment menés comme l'Église le voudrait. Mais c'est pour ça, justement, que l'Église souhaite mettre la note de religion au bac. C'est pour relever le statut de cette discipline. Merci Sébastien. Alors, est-ce qu'il y a des stratégies de contournement? En fait, c'est vrai que j'ai très peu parlé des quelques écoles qui ne sont pas confessionnelles, parce qu'il y en a. Et alors, juste pour rebondir, c'est exactement la même chose vraiment en Irlande, hein, ce que tu viens de décrire. Mais il y a effectivement des stratégies de contournement de la part de beaucoup de familles, en fait, et une pression sociale aussi pour la création de nouvelles écoles. Et elles sont en plein développement. C'est les seules écoles qui se multiplient aujourd'hui en Irlande. Alors, il y en a deux types. Il y a un type qui est plus ancien, qui date des années 70, mais il avait 2-3 écoles, des classes moyennes, qui avaient pu les mettre en place. Donc, c'est les écoles qu'on appelle Educate Together, qui sont... Alors, au départ, elles n'étaient même pas censées être multiconfessionnelles. Elles étaient censées être laïques. Le mot était rarement utilisé, mais c'est l'État qui les a appelées multiconfessionnelles parce qu'il voulait mettre tout le monde dans des cases confessionnelles, plus ou moins. Voilà. Et il y a des nouvelles écoles. Et là, on n'est pas dans la sphère privée-publique parce qu'en fait, elles sont toutes... c'est bizarre, mais elles sont toutes en délégation de service public à certains points de vue. Et l'État a fini par admettre qu'il fallait qu'il envisage des nouvelles écoles. Et il y en a quelques-unes maintenant, il y en a une dizaine, qu'on appelle les écoles... Alors, c'est... école communautaire ne marche pas du tout. C'est community schools, des écoles de la localité, en fait. C'est assez neutre, donc plutôt école de la localité, qui sont aussi censées accueillir tous les élèves sans enseignement de type religieux. Et donc là, il y a une pression sociale qui va vers ces écoles-là. Merci. Une autre question ? Bonsoir. Alors moi, je voudrais réagir sur deux affirmations de Madame Husser. Vous avez dit que l'enseignement du fait religieux serait un relais pour la culture religieuse. Alors, dans le sens de la citation de Bray par rapport à la Trinité. Bon. Alors ça, c'est, disons, ma première réaction, c'est de dire,
la culture, d'une manière générale, elle n'est pas figée dans une société, elle évolue d'une manière continue. Et cette culture dans laquelle on pourrait chercher les effets, la trace de la religion, eh ben, au bout d'un moment, ce n'est plus forcément la religion du passé, c'est peut-être la religion du présent, et peut-être qui va donner quelque chose à l'avenir complètement différent de ce qu'on voit maintenant ou ce qu'on a vu dans le passé. Alors ça, c'est ma réaction. Et puis, vous avez parlé de, à un moment donné aussi, dans l'enseignement du fait religieux, et la question de la place à donner à chaque religion se pose. Et donc, étant donné que la société française est une société d'héritage judéo-chrétien, voilà, il semblerait que c'est, on va dire, logique de donner peut-être plus de temps ou plus de, je ne sais pas, plus de place, vous avez utilisé le terme place, à cette religion. Alors là, je mets des réserves parce que peut-être Dr Tolan le dira mieux que moi. Moi, à force, en tant que citoyen de confession musulmane, ça m'agace le fait d'entendre chaque fois l'héritage judéo-chrétien. L'héritage n'est pas judéo-chrétien, à la rigueur, si vous voulez, judéo-christiano-musulman. Voilà. Parce qu'au Moyen-Âge, surtout au Moyen-Âge, vous êtes spécialiste, vous pourrez très bien évoquer les effets et l'influence de l'islam en Europe. Il suffit de dire, par exemple, que pratiquement, je ne sais pas, 7 ou 8 siècles de présence musulmane était dans un pays européen que vous connaissez tous. Donc voilà. Après, je saisis cette occasion pour rebondir par rapport à votre question. Moi, je pense que l'enseignement du fait religieux s'impose. C'est imposé par la société elle-même. Parce que dans une société où le pluralisme religieux prend de plus en plus d'ampleur, on a besoin, non pas pour se convertir ou croire dans telle croyance ou à convertir dans telle, mais on a besoin de comprendre un minimum de la religion et de la croyance de l'autre, qui prend une place importante et qui est visible et qui s'impose d'une certaine façon dans la société, ne serait-ce que par les édifices, par exemple du culte, qui posent des fois des problèmes, des discussions en tout cas, et des débats. On a besoin de comprendre un minimum pour pouvoir justement vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, eh bien, évidemment, on commence à l'inculquer et on commence à donner ces outils à ces futurs citoyens dès l'école, pour pouvoir, non pas en s'intéressant à la religion de l'autre, mais en s'intéressant à cet individu qui porte cette croyance, cette religion. Donc elle s'impose, et vous avez évoqué même des années 70, ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau, elle s'impose, et elle s'imposera encore plus à partir du moment où ce pluralisme religieux se développe de plus en plus. Voilà. Oui, je vous remercie de me donner l'occasion de préciser ma pensée, parce que je ne suis pas du tout en désaccord avec vous, en fait. Quand j'ai dit que l'école était amenée à prendre le relais des églises, que j'entendais dire par là, même si la société a évolué, c'est qu'il y avait un patrimoine culturel qui se transmettait assez largement du fait de la pratique forte du catéchisme à un moment où, on va dire, une majorité de la population allait au catéchisme, alors sans se prononcer sur la question de leur degré d'engagement, mais où à travers cette démarche qui était une démarche confessionnelle, il y avait malgré tout une connaissance, par exemple, du sens des fêtes religieuses. Donc il y avait quand même un certain bagage, je dirais, culturel qui se transmettait, et qu'à partir du moment où ce bagage culturel
n'est plus transmis dans le cadre des catéchismes, il y a comme un vide. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on s'assure que ces codes culturels sont quand même transmis, parce qu'ils ne vont pas se transmettre tout seuls, en tout cas pour les familles qui n'ont pas une pratique religieuse. Donc c'est en ce sens-là que je parlais de prise de relais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a, si vous voulez, une sécularisation de la transmission du patrimoine culturel dans sa dimension religieuse. Alors, sur la question de la culture vivante, je suis absolument d'accord avec vous. Simplement, il y a deux aspects. C'est-à-dire, dans l'aspect patrimonial, on est toujours aussi tourné vers la culture du passé et sa transmission. C'est-à-dire, d'une certaine façon, plus ça s'éloigne et plus il faut que l'enseignement, de manière volontariste, maintienne la connaissance de cette culture-là. Et c'est la raison pour laquelle il y a aussi, et l'école, elle met du temps à digérer aussi le progrès de la culture. On est toujours sur la question, par exemple, dans d'autres champs, ça s'applique. À quelle vitesse l'école peut-elle intégrer la production de la littérature contemporaine dans son enseignement ? Ou est-ce qu'elle reste encore sur les classiques du XVIIIe et du XIXe siècle ? Alors, je ne pense pas non plus que ça n'ait plus de sens de lire des textes qui sont anciens. Mais donc, il y a toujours cette idée qu'il y a une dimension patrimoniale. Donc, l'élément du passé, on ne peut pas tout à fait le laisser de côté. Et c'est de ce point de vue-là que, si vous voulez, la présence, et on ne peut pas la contester, le fait que si on prend dans la littérature française, les interfaces avec la référence au christianisme sont plus présentes que celles avec l'islam. Parce que c'est le bagage, si vous voulez, qui est comme ça. Maintenant, sur le fait qu'il soit extrêmement important d'élargir cette connaissance culturelle-là, je suis absolument d'accord avec vous. Sur les enjeux civiques, mais pas seulement, parce qu'il n'y a pas le côté uniquement national. L'enjeu, il est aussi humain. Pourquoi ? Ce sont des choix politiques qui sont faits aussi, mais on pourrait parfaitement dire le patrimoine culturel qu'il s'agit de transmettre est un patrimoine humain. Et à ce moment-là, nous n'avons aucune raison d'exclure l'hindouisme. Donc, si vous voulez, après, c'est toujours des arbitrages qui sont faits à moyens limités, et le temps dont dispose dont on dispose pour l'enseignement des faits religieux, il est pas énorme, quoi. Mais oui. Merci. Oui, bonsoir. Moi, je me pose la question si en France actuellement on a la maturité suffisante justement pour évoquer, travailler sur le fait religieux. Je viens de constater là à l'instant qu'on vient de se présenter non pas comme citoyen français, allemand, ou en particulier, la citoyenneté elle est plus particulière en France, mais je n'ai pas à m'exprimer sur ce que je crois ou ce que je ne crois pas. Donc de plus en plus, donc, on s'exprime parce qu'on croit, mais pas parce qu'on a cette distance par rapport à un travail sur le religieux qui nous permet justement d'être le plus clair par rapport à ces échanges et non pas se situer. Et c'est là, moi, je crois qu'on va vers un danger, celui de confrontation entre religieux. Moi, je suis catholique, moi, je suis musulman. Et comment effectivement, on peut s'entendre là-dessus. Je pense que la maturité actuellement, d'autant plus qu'on parle de plus en plus de religion, et en particulier une religion qui prend le dessus. Les autres s'étaient assoupis après la loi de 1905, et elle se réveille parce qu'une autre religion est en train, n'ayant pas connaissance justement de cette histoire de la loi de 1905, donc s'exprime, et les autres se disent « mais alors, et nous alors hein ?» Pourquoi donc on s'était assoupi parce que on a été obligé de le faire. Et aujourd'hui, donc, les religions sont en exergue. Et on voit bien ce que fait actuellement notre président de la République, qu'il bafoue justement la loi 1905. Et bien entendu, les religions sont vraiment, elles sont heureuses aujourd'hui de se dire, mais tiens, voilà, on est en train de renverser justement et de mettre à bas justement ce qui fait que on parle beaucoup du vivre ensemble, mais le vivre ensemble ne sera plus d'actualité
si effectivement les religions prennent le dessus. Donc la laïcité nous permet, moi je n'invente rien en disant ça, nous permet justement de vivre ensemble et de ne pas mettre en avant nos religions, mais de mettre en avant notre citoyenneté. Voilà ce que je voulais dire. Je vois un danger dans le fait de nous fixer sur les religions actuellement, parce que les religions vont dire « mais moi, ma religion est meilleure que la tienne ». Et c'est ce qu'on voit dans les établissements scolaires, en particulier, où un professeur va faire, comme vous le disiez tout à l'heure, prendre une distance, etc. Mais il ne pourra pas le faire parce que des étudiants, des lycéens vont dire « mais non, mais moi, c'est pas ce qu'on m'a dit, hein. C'est pas ce qu'on dit chez moi, c'est pas ce que m'a dit l'imam, c'est pas ce que m'a dit le curé du quartier, etc. etc. » Donc voilà où on va en arriver, me semble-t-il, hein, justement, à des confrontations qui ne seront plus, effectivement, qui ne relèveront plus, effectivement, de cette laïcité qui est pour nous très importante, qui nous permet justement de vivre, j'aime pas ce terme-là, de vivre ensemble, parce que vraiment ça devient la tarte à la crème, hein, et de vivre entre nous, entre citoyens, tout simplement. Merci pour ces remarques. Avant que peut-être que mes collègues veuillent répondre, mais je voudrais quand même préciser une chose, c'est que cet enseignement du fait religieux en ce qui concerne la France se fait dans le cadre de la laïcité et qu'il y a aussi une articulation entre l'enseignement laïque du fait religieux et une éducation à la laïcité, et qu'il y a une nécessité justement à ce niveau-là de laïciser un espace dans lequel qui rend possible la possibilité de parler de ces dimensions des différentes sociétés. Donc c'est extrêmement important, et ça fait partie aussi des choses qu'on apprend aussi bien aux futurs professeurs qu'à nos élèves dans les différents niveaux. C'est qu'il y a à respecter justement et à laïciser cet espace pour rendre possible la discussion, voilà. Et donc c'est articulé aussi évidemment à l'éducation, à la citoyenneté, et d'avoir des repères sur ce qui fait le citoyen. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut... Je vais répondre sur la première partie de votre inquiétude en fait. Alors moi j'ai plutôt confiance en fait dans les enseignants et dans leur capacité à gérer la conflictualité à partir du moment où ils sont... Il me semble que vraiment, les savoirs, c'est vraiment quelque chose qui permet de construire cette distance. Donc je pense que ce n'est pas un problème de maturité. C'est vrai qu'il y a une conflictualité, mais il me semble que la maturité, en tout cas, on a les armes scientifiques, didactiques, elles existent. Ça demande du temps, ça demande un investissement, mais je pense que les professeurs sont capables de le faire. Après, sur la question du retour du religieux de manière conflictuelle avec une espèce de mobilisation identitaire où tout d'un coup on fait intervenir des logiques de reconnaissance, une espèce de concurrence des représentations. C'est vrai que ça prend à rebours. Alors d'une part, il y a peut-être un effet aussi de biais, c'est-à-dire que sont hyper visibles ceux qui proclament le plus fort un discours un peu radical. Je pense qu'il y a aussi toute une partie des croyants qui sont tout à fait en phase avec la laïcité, qui sont prêts à discuter. Bon, simplement, on les voit moins parce qu'ils parlent moins fort. Après, par contre, ce que vous décrivez, c'est vrai que ça prend complètement à rebours une tradition politique, en fait, qui est importante en France et qui peut-être nous distingue aussi d'autres pays où on a effectivement cette tradition qui consiste à voir d'un mauvais œil l'expression des religions dans la participation au débat politique. Alors que ça pose pas du tout de problème, par exemple en Grande-Bretagne, où il y a presque une reconnaissance en fait du point de vue des différentes religions. Alors c'est vrai que dans les propos tenus par notre président, il y a quelque chose qui va dans cette direction-là, mais la tradition politique française, c'est quand même aussi on va dire cette idée selon laquelle le citoyen, c'est celui qui est capable de réfléchir du point de vue de l'intérêt général et pas de s'installer dans des logiques partisanes. Alors c'est peut-être une belle utopie, mais c'est, on va dire, un idéal régulateur. Et le propre de l'héritage de Rousseau, c'est aussi de se méfier des appartenances partisanes. D'où le fait qu'on a parfois
à l'extrême une crainte des communautés, parce que, et c'est comme ça que Rousseau l'analysait, c'est pour ça aussi que la Révolution a aboli les corporations, hein, c'est cette crainte que les communautés, qu'elles soient religieuses, professionnelles, fassent obstacle à la formation de la volonté générale et finalement enferment les individus dans des logiques particulières qui sont des logiques communautaires. C'est cette idée du communautarisme, hein, dont on parle aujourd'hui. Et effectivement, à partir du moment où, dans l'espace politique, je me présente en tant que citoyen, mais où je défends des arguments qui sont des arguments de type religieux, ça pose problème du point de vue de l'élaboration de la réflexion politique, parce que c'est pas en tant que citoyen que je me positionne, mais c'est en tant que représentant d'une communauté. Et évidemment, ça, c'est difficile à comprendre du point de vue de la tradition républicaine. C'est pas du tout impossible du point de vue de la laïcité, hein. La laïcité n'interdit pas du tout aux religions de s'exprimer dans l'espace public. Hein, donc c'est possible, on va dire, qu'un représentant religieux dise « moi, sur telle loi, je ne suis pas d'accord ». Ça pose aucun problème du point de vue de la laïcité, mais par contre, ça pose un problème du point de vue de la représentation du citoyen, qui consiste à dire que le citoyen, c'est celui qui est capable de présenter ses arguments du point de vue de l'intérêt général en s'adressant à tous, indépendamment de ses appartenances. Et effectivement, ça peut rendre difficile, on va dire, la discussion politique, faute de terrain d'entente. Juste pour compléter, je suis assez d'accord avec vous. Simplement, je crois qu'il y a un gros travail à faire aussi au niveau de l'interprétation des situations, de ce qui se passe en classe. Par exemple, quand vous dites un élève va expliquer au professeur « non, mais moi, c'est pas ça qu'on m'a appris dans la famille », ça peut avoir différents sens. On est dans une recherche Redisco qui s'appelle « Religion, discrimination et racisme en milieu scolaire », qui est basée sur Lyon, où on fait des enquêtes dans les collèges et puis maintenant dans les lycées. Et il y a une situation qui arrive assez souvent, enfin assez souvent, on la rencontre, disons, plus d'une fois, en tout cas, assez régulièrement. C'est par exemple les enfants, les élèves, qui disent qu'ils ne peuvent pas rentrer dans une église parce qu'ils sont musulmans ou musulmanes. Eh bien, il y a des conflits d'interprétation, en fait, au sein même des collèges. C'est-à-dire que certains vont dire, effectivement, c'est un problème de laïcité, là, il va falloir sanctionner, je ne sais pas, faire quelque chose, parce que là, il y a une atteinte aux valeurs de la République, en quelque sorte. Et puis d'autres enseignants, parfois aussi les CPE, disent que non, là, ce n'est pas un problème de laïcité, parce que là, l'élève, il veut embêter, tout simplement. Alors, je ne dis pas que c'est mieux d'embêter l'équipe éducative, l'équipe enseignante. Mais en tout cas, certains disent qu'effectivement, ils connaissent l'élève. C'est quelqu'un qui veut, qui aime bien, qui régulièrement embête, en quelque sorte. Voilà, j'utilise ce terme. Il y en a un autre qui me vient à l'esprit, mais voilà. Voilà, le religieux comme prétexte. Alors, je ne dis pas que le religieux est toujours un prétexte, évidemment, mais on remarque quand même qu'il y a des entrepreneurs journalistiques, etc. Il y a aussi un conseil des sages sur la laïcité. On va voir ce que ça va donner. Mais les interprétations, elles sont déjà faites, en quelque sorte. Si vous lisez dans Marianne ou dans Le Point certaines choses, l'interprétation est déjà faite. Alors que quand vous allez dans l'établissement, il y a une divergence d'interprétation. Alors je ne sais pas laquelle est la bonne, mais avant de dire il y a atteinte à la laïcité, peut-être qu'il y a un travail à faire un petit peu en amont. Donc un travail d'enquête sociologique, là, pour le coup, qu'on est en train de faire, quoi. Mais, donc je ne dis pas avoir la réponse, mais que peut-être qu'il y a ce travail à faire. Et puis, une deuxième chose aussi, quand vous dites il y a une religion qui prend le dessus, et puis donc les autres se réveillent. Alors je crois que quand vous dites une religion prend le dessus, ça parle de l'islam, c'est bien ça? C'est à celle-là que vous pensiez? Et je vois ce que vous voulez dire, mais je voudrais rappeler en même temps que l'Église catholique en France a bénéficié depuis la loi de 1905 d'énormes privilèges, par exemple, dont l'islam ne bénéficie pas. Il y a un réseau d'écoles catholiques vraiment très, très, très développé en France, donc écoles catholiques sous contrat qui exercent une mission de service public. Donc après, il y a aussi divergence d'interprétation là-dessus. Mais le fait est que les musulmans, pour aller vite, je ne dis pas la communauté musulmane, mais disons les institutions musulmanes, c'est difficilement comparable à l'institution catholique, mais voilà, là, elles n'en bénéficient pas, ou très très peu. Il y a combien d'écoles sous contrat musulmanes en France? Peut-être maintenant une dizaine, mais c'est tout. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment l'islam qui prend le dessus aujourd'hui en France. En fait, j'ai plutôt le sentiment que c'est pas...
Voilà, mais c'est juste un point de discussion. Peut-être une dernière question, voilà, de devant. Il arrive. Le micro arrive. Bon, moi, ça n'est pas vraiment non plus une question, mais je voulais rejoindre un peu monsieur qui est au bout de ma rangée, là, sur le fait que, effectivement, cet enseignement du fait religieux ne posait pas de problème jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Alors, je veux bien croire que ce soit dû à la déchristianisation du pays, mais je pense que c'est surtout dû, effectivement, aux problèmes que posaient dans certains quartiers des élèves musulmans qui, effectivement, contestaient l'enseignement. Alors, je pense que là, l'enseignement du fait religieux, c'est un espèce de pont qu'on essaie d'établir entre l'enseignement qui, pour moi, à travers l'histoire, la littérature, les sciences, la philosophie, a pour but, bien sûr, d'acquérir un savoir et surtout de développer l'esprit critique. Et en face de cet enseignement qui amène à l'esprit critique, il y a ceux qui enseignent un dogme. Alors là, il n'y a pas de... Forcément, c'est une opposition absolument flagrante. Donc, on essaie, pour rapprocher les deux, de parler d'enseignement du fait religieux. Ça me paraît très difficile. Et je pense que pour les enseignants, effectivement, dans certains cas, ça devient un problème. Ça ne l'était pas autrefois. Alors, ça n'était pas autrefois. Ça dépend où on se situe, mais c'est-à-dire qu'il y a aussi eu des controverses assez violentes autour de l'enseignement, de l'histoire ou de la Révolution entre l'Église catholique et les républicains. Donc il y a eu des moments de conflictualité. Alors sur l'enseignement des sciences aussi, ça continue, c'est-à-dire qu'effectivement les mouvements créationnistes ne sont pas spécifiquement des mouvements musulmans, hein, on peut les retrouver dans différents mouvements. Alors c'est lié en fait à ces modifications du religieux aussi à l'époque contemporaine, qui vont vers une pure religion et qui du coup redeviennent aussi extrêmement revendicatives et qui sont dans une logique d'absence de compromission. Alors la question du dogmatisme, c'est de toute façon quelque chose qui pose problème dans le cadre de l'école. Enfin, vous avez fait référence à l'esprit critique. C'est sûr que une posture purement dogmatique, c'est quelque chose qui met en tension un enseignant. Hein. Donc ça, on essaie de... En même temps... alors, on va demander aux élèves de ne pas trop perturber la classe. Après, il y a quand même toujours cette idée que l'école n'est pas là pour attaquer frontalement leurs croyances, même si c'est une croyance dogmatique, du moment que cette croyance ne les pousse pas à enfreindre les lois de la République. C'est-à-dire, alors, vous ne pouvez pas dire que la théorie de l'évolution est une hypothèse parmi d'autres, parce que c'est une théorie scientifique. Et donc, si vous avez un peu compris, effectivement, ce qu'on vous a appris en Sciences et Vie de la Terre, vous savez ce qu'est une théorie scientifique, vous ne pouvez pas la mettre sur le même plan qu'un récit de création. Ce n'est pas le même type de discours. Donc ça, c'est effectivement quelque chose que va essayer de construire l'école. Et ça c'est difficile. Après, structurellement, le problème est inévitable entre une approche effectivement distanciée des faits religieux et une approche dogmatique. Voilà, vous prenez l'exemple, à partir du moment où vous historicisez les textes sacrés, vous allez forcément, là il y a une conflictualité inévitable avec ceux qui vont considérer que les textes, effectivement, qu'il y a une révélation qui est donnée de manière anhistorique, essentielle, etc. Je veux dire, le simple fait, voilà, dès que vous abordez une figure religieuse et que vous la replacez dans un contexte, d'une certaine façon, vous désacralisez, ou vous traitez comme un fait humain ce qui est abordé par les croyants comme un fait sacré. Donc là, il peut y avoir des tensions. C'est sûr. Et qu'il y ait une réactivation des conflits du religieux, ça c'est sûr, avec des enjeux aussi qui sont des enjeux identitaires, qui sont des enjeux politiques aussi. Donc il y a une effervescence actuellement, c'est incontestable. Mais je ne pense pas qu'elle soit de nature fondamentalement différente, si vous voulez, que la tension qui
qu'il pouvait y avoir et qui s'est atténué effectivement dans l'histoire à mesure que l'Église a accepté la République, et puis qu'il y a eu ce compromis aussi, les établissements privés sous contrat. Il faut pas, ça a un effet quand même sur l'enseignement qu'on appelait l'enseignement libre. À partir du moment où les établissements privés confessionnels passent un contrat avec l'État, leurs enseignants s'engagent à respecter les programmes de l'éducation nationale. Donc ils s'engagent à être dans cette démarche d'enseignement laïque. Donc il y a une laïcité même dans les établissements sous contrat. Donc ça a aussi eu un effet. Alors, on pourrait effectivement se poser la question de savoir, voilà, est-ce que ce dispositif-là permettrait effectivement, à travers le développement d'établissements privés confessionnels sous contrat musulman, de parvenir à des compromis de ce type-là. On est sur une structure un peu différente aussi, s'agissant de l'islam. Oui. Le problème, c'est le timing, en fait, qu'on est en train de se poser comme question, parce qu'il ne faut pas le négliger, parce que sur le terrain, parce qu'on a des contacts avec certains enseignants, sur le terrain, on sait qu'ils ont des difficultés dans les contestations, tout ça. Il y a des revendications, ça, on ne peut pas le nier. Je pense qu'il y a un point qu'on sous-estime un petit peu cette démarche-là. Avant, il y avait ça, hein, je veux dire, ce que vous dites là, ça existait jusqu'à maintenant. Il se trouve qu'on fait face à une situation inédite, en fait, où la revendication teintée de violence et de sidération qui, moi, me fait penser qu'on n'est pas encore prêt. C'est-à-dire qu'il faut apaiser quelque chose avant de reprendre là où on s'était arrêté. Je veux dire, pour moi, il me semble qu'on ne prend pas la mesure et qu'il n'y a pas d'urgence pour un enseignement de fait religieux à l'heure actuelle. Vous voulez dire que c'est imprudent et que d'une certaine façon, il vaut... dans un inconnu et que les politiques n'ont pas fait ce qu'il faut pour que... Parce que pour arriver à la loi de 1905, il a fallu un cheminement. On a fait que l'Église chez elle, l'État chez lui. Et la laïcisation de l'école. Tout le monde était content. Et après, tout le monde était à sa place. Aujourd'hui, on est dans une période trouble et qui me fait dire qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui réunis pour tenter une expérience sur laquelle on sait comment il y va, mais on ne sait pas comment on en sort. Pour moi, c'est ça. Et je n'ai pas une histoire complètement française. Moi, je viens d'économie, hein. Je veux dire, mais je suis imprégné de quelque chose qu'on m'a appris, mais en me laissant mon esprit critique. Or, on est dans une situation trouble. C'est inquiétant. Beaucoup de gens comme nous, c'est inquiétant. Et je pense qu'on donne une importance à quelque chose qui ne l'a pas aujourd'hui. Peut-être tu veux... Juste rapidement, oui, ben moi je pense personnellement, mais vraiment peut-être en tant que citoyen, plutôt que la question des inégalités scolaires est plus importante, plus prioritaire que la question de l'enseignement du fait religieux. Là, il y a des questions au fond de la Juste salle. peut-être seulement pendant que ça circule, l'enseignement des faits religieux n'a pas vraiment de budget spécifique. Enfin, du fait que ça se fait dans les disciplines, c'est pas nouveau non plus, c'est pas vraiment une expérimentation. Si vous voulez, c'est quelque chose qu'on a un peu repensé. Je ne pense pas qu'on en fasse énormément sur l'enseignement des faits religieux. Donc c'est plutôt quelque chose qui, à l'inverse, si on se disait on va sortir tout ce qui relève de l'enseignement des faits religieux des programmes, là on serait drôlement en difficulté pour assurer l'enseignement de l'histoire, par exemple. Qu'on n'entend pas parler au travail, qu'on n'entend pas parler à l'université. Et pour moi, l'enseignement du fait religieux, en plus du fait qu'on a vu qu'il était transversal, donc en plus il n'est pas forcément très quantifiable et forcément ayant un impact majeur. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même important d'aborder cette thématique-là, et d'autant plus dans les écoles, parce que oui, peut-être qu'il y a des gens qui vont, des élèves qui vont réagir de manière peut-être pour provoquer et avec peut-être un certain dogmatisme. Mais c'est aussi le lieu où ils sont en train de se construire, où ils peuvent aller échanger, et c'est le lieu où ils vont pouvoir déconstruire peut-être certains préjugés, et ça va être l'occasion pour eux
ils vont être là à s'affirmer avec leur dogmatisme, mais ça va peut-être éviter que ce dogmatisme et cette affirmation, elle soit faite plus tard et qu'elle reste plus tard à 40 ans avec cette même idéologie, alors qu'elle aurait été... cet élève qui aurait pu s'exprimer et affirmer ce dogmatisme à l'école, mais du coup, c'est une manière aussi de dialoguer et d'aller à l'encontre et d'un peu de briser ses peurs. Et je pense que, voilà, donc pour moi, ça reste important de cette thématique du fait religieux et au contraire de s'exprimer sur la religion dans l'espace public, puisque la laïcité n'est pas une option, mais est bien le cadre qui les permet toutes. Donc je pense que c'est important. Merci. Voilà. Juste réagir par rapport à ce que vous venez de dire. Pour compléter ce que je disais tout à l'heure, il y avait une éducation à la laïcité. Et je repense à ce que Émile Poulain disait. Il y a une laïcité de l'État qui est d'abstention, qui est d'être... quelque part en surplomb pour permettre ça. Et puis, Émile Poulain disait il y a la laïcité de la société qui passe par la discussion collective. Et quelque part, la mission des professeurs à l'école, c'est aussi d'éduquer à la discussion, à envisager la complexité des choses. Et ça passe aussi, et c'est pour ça qu'il y a un enseignement moral et civique qui essaye d'initier les élèves à cette discussion. Ça veut dire quoi? C'est pas d'imposer son point de vue à l'autre, c'est d'accepter les arguments de l'autre avec une règle du jeu qui est que chacun donne les meilleurs arguments à sa possession, mais c'est d'admettre ça comme... Voilà. Et la laïcité, c'est cet espace des discussions et le rôle de l'école en neutralisant un certain nombre de choses, en garantissant la possibilité d'une discussion sereine. Et ça passe par ce qui est souvent pris comme des problèmes de la part des élèves, notamment par un certain nombre de commentateurs. Eh bien, ça peut être pris par des professeurs comme, effectivement, ces élèves ont la liberté d'expression, c'est plutôt sain, c'est ce que vous venez de dire, qu'ils s'expriment, et c'est à nous de les éduquer, à mener ça dans une discussion pour sortir du débat du café du commerce ou du pugilat de la cour d'école et apprendre à pouvoir envisager. Il ne s'agit pas d'être tous d'accord à la fin, de toute façon. Alors, dernière question, puis on s'arrêtera. Oui, alors je voulais, moi, apporter justement une position légèrement différente, parce que votre position, au fond, repose sur l'idée qu'on va discuter un petit peu du fait religieux comme on discute, j'allais dire, de questions justement qui supposent une argumentation. Argumentation de type critique. Je dis critique, ça englobe aussi bien le point de vue scientifique que le point de vue philosophique. C'est ce qu'on appelle l'esprit critique, c'est-à-dire on argumente, on prend de la distance par rapport à son opinion, ce qu'on appelait des préjugés, et par rapport à cette distance originaire, on discute et puis après il y a la position Habermas et tout ça, la démocratie c'est la discussion, etc., la raison communicationnelle. Je pense que ça marche, c'est vrai, entièrement d'accord, mais justement, effectivement, je pense qu'il faut éviter en tous les cas de faire un enseignement du fait religieux en tant que tel. C'est-à-dire qu'il faut étudier le fait religieux dans le cadre de l'histoire, dans le cadre de la littérature, dans le cadre des arts, de l'architecture, enfin tous ces cadres-là, dans le cadre de la philosophie. Donc c'est-à-dire parce que si on fait ce type ce type de modèle, ce type de paradigme pour l'enseignement religieux, on ne va pas du tout être sur ce modèle-là et on va catalyser des oppositions. Tout simplement, et c'est légitime, parce que pour quelqu'un de croyant, le fait religieux, ce n'est pas un fait, c'est une croyance, c'est une foi. Et le traiter a priori comme un fait, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et je ne défends pas cette position, mais elle a sa légitimité. Et là, au lieu... On va faire rentrer obligatoirement dans un paradigme qui n'est pas celui du religieux, le religieux, et il va le sentir un petit peu d'une façon un peu agressive. Et donc, je pense que ce n'est pas la meilleure entrée. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je pense que cette entrée du fait religieux, elle doit se faire par l'intermédiaire, encore une fois, d'autres disciplines. Bien sûr qu'il faut en parler. Il ne faut pas que ça soit un sujet tabou. Il ne faut pas le prendre en tant que tel. Je pense que c'est une erreur sur le plan épistémique. Voilà. Écoutez, merci pour ces interventions. Tu voulais... Non, c'était... Non, je sais pas, tu allais dire quelque chose. Mais c'était plutôt dans dans le même sens, mais... Alors, dernière intervention. Ouais, non, enfin...
En l'occurrence, c'est pas lié spécifiquement à l'Irlande, donc voilà, c'est plutôt une opinion personnelle sur le sujet, mais c'est vrai que c'est, comme malgré tout, vu de l'extérieur, l'appellation elle-même, elle porte à confusion. Malgré tout, la terminologie fait religieux, parce qu'on va pas nécessairement aller vers la question socio-religieuse. On ne va pas nécessairement l'inclure de manière explicite dans l'éducation dite morale et civique. Peut-être qu'il y a des endroits où on en parle, mais c'est vraiment, elle est quand même très souvent, semble-t-il, se limiter à l'histoire. Je sais qu'il y a la théorie et la réalité, hein, aussi, parce que dans mon expérience personnelle sur l'anglais, on en avait un peu parlé précédemment, il y a des effets d'autocensure très forts, et même de censure vis-à-vis de la part de formateurs eux-mêmes, qui considèrent qu'il vaut mieux éviter le sujet, quel qu'il soit. D'ailleurs, même le créationnisme, ça devenait, semble-t-il, trop compliqué à gérer. Et donc, je pense qu'il y a effectivement un souci. Et je relierai ça à la question, alors c'est un peu provocateur, mais du dogmatisme d'une certaine laïcité. Dans le sens où, telle qu'elle peut être comprise, surtout avec la mantra des valeurs de la République, il y a le danger que ce soit vécu aussi comme une imposition par certains. C'est aussi pour ça que, me semble-t-il, cette question-là, avec le discours de notre président, on a un moment parfait, une occasion parfaite, je ne sais pas dans quel niveau c'est possible, mais de montrer que la laïcité, elle a des principes, mais qu'elle est en question. Le fait de parler de ça et de dire, plutôt que de donner une liste de ce que ça devrait être, si on commence à dire effectivement, il y a des écoles catholiques qui sont financées par l'État en France, l'Alsace-Moselle, que ce genre de choses interviennent dans la discussion scolaire, c'est aussi une façon d'admettre que la France n'est pas parfaite, qu'il y a et il me semble que ça renforcerait au contraire les principes laïques. Voilà, ça serait encore un autre... ça mériterait aussi une autre table ronde. Vous y penserez pas l'année prochaine, parce que... Merci à tous.